Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa et comme vous sûrement, je suis maquilleuse, mais je suis également formatrice pour les professionnels du make-up et de la beauté. Je les accompagne pour upgrader leur technique make-up, mais je suis surtout connue pour les accompagner dans le développement de leur entreprise avec le programme Business Make-up, qui je le sais, vous plaît énormément. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier de votre confiance et de vos retours plus incroyables les uns que les autres, c'est ma meilleure récompense. Concernant cet épisode de podcast et le podcast en général, peut-être que vous faites déjà partie de la team, mais pour toutes les personnes qui tomberaient sur cet épisode par hasard, vous pouvez me retrouver ainsi que plein d'autres pros sur le compte Instagram FMR Makeup Academy. Et comme pour tous les épisodes de cette chaîne de podcast, le mood, c'est passion, partage, entraide et bienveillance. Et cette fois-ci encore, avec cet épisode, c'est ce que vous allez expérimenter. Aujourd'hui, je partage le micro avec Sarah, qui est maquilleuse professionnelle depuis 2020. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est maintenir son CA tout au long de l'année. Autrement dit, un des plus gros sujets de questionnement et de stress quand on est make-up artiste à son compte. Ce que je peux vous dire, sans vous spoiler, c'est que les infos contenues dans ce podcast sont de vraies pépites. On parle cheminement, chiffre d'affaires et développement en toute transparence. C'est l'épisode le plus long de la chaîne à ce jour, mais je suis persuadée que vous ne verrez pas le temps passer. Vous me direz. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de nous retourner l'appareil en likant cet épisode, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et je vous demande les deux, en ajoutant un commentaire sous le post de l'épisode sur Instagram. Vous le savez, c'est ultra important et ce sera l'occasion d'avoir vos retours sur le sujet du jour. Merci à toutes les personnes qui prendront ce petit temps et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Sarah. Salut Mélissa. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Moi ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir avec moi. Est-ce que, en tout premier, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, nous parler un peu de ton parcours et aussi nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Bien sûr, alors je vais essayer d'être synthétique. Donc je m'appelle Sarah. Mon nom commercial c'est Sarah Maki. Je suis maquilleuse à plein temps depuis 4 ans maintenant. Et mon parcours, à la base, j'étais ingénieure agronome, donc j'ai fait des grandes études et j'ai fait un début de carrière dans ce domaine. Et en 2016, j'ai eu un premier petit burn-out. Ok. Et là, j'ai eu une petite période d'errance où j'ai commencé à toucher un peu au maquillage en faisant des maquillages enfants sur les marchés et des maquillages artistiques dans les festivals de musique. Donc ça a été un premier contact avec le maquillage, puis après j'ai repris un boulot dans ma branche, tout en continuant cette activité. J'ai monté une association, un collectif de maquilleuses artistiques pour pouvoir toucher des clients un peu plus gros. Mais attends, comment t'en es je suis ingénieure en agroalimentaire et je fais un burn-out et je fais du face painting et je monte une association parce que c'est vrai que je sais qu'il faut synthétiser, mais du coup je me dis que potentiellement les gens qui vont écouter ça ils vont se dire là il manque un bout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé dans les Landes où j'avais ma cousine qui habitait à ce moment-là, que j'avais perdu de vue depuis longtemps, donc on s'est retrouvés. Et elle faisait du maquillage pour enfants parce que elle avait débuté pour ses enfants, grosso modo. Je vais passer un peu là-dessus. Et comme moi, à ce moment-là, j'avais démissionné, j'avais clairement besoin d'un break, j'avais aucun projet. J'ai commencé à l'accompagner sur les marchés, etc. Voilà, des maquillages au chapeau. Et un jour, il y avait beaucoup d'enfants et elle m'a dit tu veux pas prendre un pinceau, faire une coccinelle, et ça a été la révélation. Voilà. Donc du coup, après, ça a grossi. Je lui ai dit non mais Laura, il faut qu'on monte un truc, il y a un truc à faire. Et donc c'est là qu'on a monté l'asso Cosmo Painting. Et qu'on a commencé à avoir des demandes de plus gros clients avec des demandes d'équipes de maquilleuses, donc on s'est rapproché d'autres maquilleuses pour les faire rentrer dans le collectif pour avoir une plus grosse force de frappe. Et du coup quand j'ai repris un boulot, j'avais mon job d'ingénieur la semaine et le week-end en général j'avais des prestats en maquillage artistique. D'accord, donc, parce que ta cousine était déjà installée, parce que là je me dis attends... non, elle faisait ça comme ça, à des petits anniversaires des copains, c'était pas du tout professionnel. Mais du coup vous avez juste une bonne étoile quoi, vous faites des maquillages sur le marché, un jour tu fais une coccinelle et puis le truc grossit et on sait pas comment ça grossit, mais ça grossit on en parle, oui voilà. Ouais.
Okay. Et voilà, je voulais pas bricoler, je voulais qu'on ait un truc sérieux. Donc, on a monté cet asso en se disant que on allait pouvoir réinvestir pour acheter du maquillage. C'est d'ailleurs une asso qui fait pas que du maquillage, qui a un but d'animation pour les enfants. On est aussi toutes les deux musiciennes par ailleurs, donc on a pu réutiliser l'argent des prestats pour faire d'autres prestats, des fois gratuites, etc. Donc on a un roulement comme ça. On se rémunérait pas dessus. Ok. C'était pas un boulot, c'était une activité. Voilà. C'était un hobby. Ouais, c'est ça. Ok. Un hobby, du coup, qui s'autofinançait. Ok. Donc c'était pas mal. Et en fait, ça s'est très mal passé dans le dernier boulot que j'ai eu sur le plan humain, donc j'ai voulu partir. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas le moment d'explorer cette option du maquillage? J'en avais marre d'avoir des patrons, de bosser en entreprise, je voyais que ça me convenait pas, ce rythme, voilà, salarié. Et donc, j'ai décidé de passer un CAP d'esthétique que j'ai passé en candidate libre en 2018. Ok, t'avais quel âge à ce moment-là? 2018, j'avais 26 ans. Ok. On s'en fout de l'âge, mais c'est un sujet qui revient beaucoup dans mes échanges avec d'autres make-up artistes parce qu'elles se sentent soit trop jeunes, soit trop vieilles. Ouais. Donc comme ça, au moins, on pose les bases. Ok. Donc j'avais 26 ans et j'avais quand même une bonne situation. Sur le plan personnel, j'étais pas hyper épanouie parce que je m'y retrouvais pas sur le plan humain, etc. Mais je gagnais bien ma vie, j'avais un poste à responsabilité, j'avais un beau CV. Ok. Donc j'ai quand même plaqué cette situation pour me dire je passe un CAP et j'essaye de devenir maquilleuse. Sachant qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout de maquillage beauté. Okay. J'avais toujours eu un attrait pour ça. Ma grand-mère étant dans le métier depuis toujours... j'avais traîné pas mal dans les congrès d'esthétique, etc., dans les écoles d'esthétique, mais c'était juste une accroche, quoi, avec ce métier, mais voilà. Et j'ai rencontré Magali. Ah oui, ça a beaucoup changé. J'ai rencontré Magali sur une presta, maquillage enfant, Magali Laville. Ok. Et je lui dis, mais tu es maquilleuse, c'est ton métier, c'est possible de vivre de ce métier. Et d'ailleurs, bon, elle le sait, hein, je la considère vraiment comme mon mentor, et elle m'a vachement aidée quand je me suis lancée. J'avais plein de questions qu'on a tous, comment on fait des contrats, des devis, tout ça. Toutes les questions qu'on se pose quand on débute ou quand on effleure l'idée d'être make-up artiste de façon professionnelle. Et donc Magali m'a vraiment vachement aidée là-dessus, donc je la remercie beaucoup pour ça. Ok, bah Magali, si tu passes par là et que tu nous écoutes, d'ailleurs, il y a un épisode complet que j'ai enregistré avec Magali, du coup, vous pourrez le trouver sur la chaîne. Donc, un épisode qui a beaucoup plu et que j'ai adoré enregistrer. Donc, si tu passes par là, coucou Magali. Elle est au soleil, je crois, en ce moment. Je crois aussi. Enfin, au moment où on enregistre, parce que je pense qu'au moment où elle pourra écouter ce podcast... Ah oui, ça peut être dans le froid. Voilà, c'est ça, je pense. Ok, donc tu changes de vie vraiment suite à la rencontre avec Magali? Ça a été un déclic quand même. Ok. Ça a été un déclic, il y avait tout le contexte perso et pro qui a fait que au bout d'un moment ça a été évident qu'il fallait que je tente ça. Ok. Donc j'ai passé mon CAP, évidemment je n'ai pas travaillé tout de suite. Mais je t'arrête. Tu as passé ton CAP. Cet épisode va être long. Tu as passé ton CAP esthétique parce que du coup, là, je trouve que c'est intéressant. Tu te dis que tu veux être maquilleuse professionnelle et tu passes un CAP esthétique. Moi, je peux entendre et je peux comprendre, mais explique-nous pourquoi tu te dis pas « Ok, je vais être maquilleuse » parce qu'on le sait aujourd'hui. Esthéticienne, c'est un métier. Maquilleuse, c'est un autre métier vraiment différent. Bien que les deux métiers soient toujours très bien, mais c'est vraiment deux métiers différents. Donc pourquoi, du coup, tu te dis pas, je veux être maquilleuse, je vais faire une formation pour être maquilleuse, mais du coup, une formation maquilleur et pas une formation esthétique? Eh bien, c'est très simple. La réponse tient en un mot. Mamie. Parce que donc, ma grand-mère, elle a fondé le syndicat des esthéticiennes il y a 40 ans de ça, qui était une profession qui était pas du tout organisée, etc. Son anecdote favorite, c'est de me raconter que quand elle a été s'inscrire à la Chambre des métiers en tant qu'esthéticienne, on avait le même code APE que les diseuses de bonne aventure. Donc c'était vraiment une profession qui n'était pas reconnue, l'esthétique. Et donc elle a passé sa vie, elle a pris sa retraite à 84 ans, elle a passé sa vie à défendre la profession. Donc quand j'ai touché mon premier pinceau, elle m'a dit « Ma petite cocotte, t'as intérêt à passer tes diplômes, parce que sinon,
mon combat que j'ai mené toute ma vie n'aura plus de sens et je te dénoncerai. En mode, parce que elle a passé son temps à dire que le maquillage était une des branches de l'esthétique et devait être réservée aux personnes diplômées de l'esthétique. Je sais très bien qu'il y a des débat là-dessus et que on sait que c'est pas vrai dans la pratique, mais elle s'était trompée de sa vie. Donc il n'a pas été question que je ne passe pas mon CAP d'esthétique. Ok. Voilà, c'était une première étape obligatoire dans le contexte familial. Je pense d'ailleurs toujours aujourd'hui qu'on peut être une très bonne maquilleuse sans avoir fait un CAP d'esthétique, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on aborde lors du CAP qui sont utiles pour être maquilleuse. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation idéale reconnue pour être maquilleuse. Mais tu as fait des podcasts d'ailleurs très intéressants à ce sujet, donc on va peut-être pas s'étendre sur le sujet, mais voilà pourquoi moi j'ai choisi de faire ça. Donc tu as fait un CAP esthétique. Ouais. Ok. Voilà, donc j'ai passé en candidate libre, j'ai bossé toute seule pendant 1 mois, parce que je m'y suis mise que 1 mois avant, évidemment. Et je l'ai eu, Dieu merci. Et bah du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire des jobs dans l'esthétique, donc j'ai été intérimaire chez Nocibé. Ok. Le temps de pouvoir développer une clientèle, de montrer que j'étais là, que j'existais, que je proposais des prestations maquillage. Mais du coup tu proposais des prestations maquillage, ton projet c'était être maquilleuse, c'était pas être esthéticienne qui fait du maquillage. Non, c'était vraiment d'être maquilleuse. D'ailleurs quand j'ai pris mon premier contrat d'intérim chez Nocibé, je leur ai dit que je voulais tous mes samedis parce que je voulais booker des mariages sur les samedis. J'avais toujours Cosmo Painting aussi qui tournait à côté. Mais Cosmo Painting où tu te rémunérais pas. Non. Mais ça me permettait quand même d'entretenir un certain réseau et tout ça, donc c'était pas... Ça me servait quand même pour atteindre mon but de vivre du maquillage. Ok. Et surtout, je pouvais quand même refacturer des fois, parce que j'ai ouvert mon auto-entreprise au 1er février 2019. Et je pouvais éventuellement me faire sous-traiter par Cosmo Painting pour si jamais je voulais me prendre une rémunération dessus. Ok. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs dans le collectif, en fait on rémunère les maquilleuses qui travaillent avec nous. Évidemment. Donc l'asso permet de faire une seule devis ou facture au client, mais après les maquilleuses nous refacturent leurs prestats. Ok. Ce que je ne pouvais pas faire avant d'avoir une entreprise. C'est pour ça que je me payais pas au début. Ok. Et du coup, j'ai aussi décidé d'aller plus loin dans ma formation, puisque comme on le sait, un CAP esthétique ne fait pas une maquilleuse. C'était ma prochaine question. Voilà. Et évidemment, même si j'aimais le maquillage et que je suis en grande partie autodidacte, j'avais besoin d'asseoir ça avec une formation supplémentaire et rencontrer des gens de mon métier, etc. Donc j'ai fait un CQP maquilleur à Bordeaux. Qui était une formation où j'avais une journée de formation par semaine pendant 1 an. Ok. Qui est pas forcément une formation que je recommande, mais j'avais pas les moyens de me payer une école de maquillage, donc ça a été un peu le compromis pour moi. Ok, et le CQP c'est moins cher? Ouais, c'est genre 3 000 €, mais par contre tu sors, t'as pas de book, et puis t'as 15 jours de pratique par semaine, quoi. Ok, donc c'est quand même... Un jour de pratique en groupe, j'imagine? Ouais, on n'était pas beaucoup, on était 6 ou 7, donc ça va. Ok. Mais voilà, c'est pas... Disons que si on part de zéro dans le maquillage, on va pas ressortir maquilleuse d'un CQP, quoi. Et puis du coup, c'est long, 1 an avec juste une journée de pratique dans la semaine? Bah du coup, j'avais mes cours à Bordeaux le lundi, mon intérim chez Nocibé la semaine, les mariages le samedi, donc c'était quand même bien rempli pour moi à cette époque-là. Oui, bah c'était bien rempli, mais du coup, la formation est longue avec... Enfin, je me dis... Avec peu de contenu. Ouais, c'est peut-être mon expérience personnelle, mais je me dis que du coup, c'est bien de faire quelque chose d'un peu intensif, ou quitte à faire 1 semaine par mois, ou 1 semaine toutes les 2 mois. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai des élèves en formation, je les vois tellement évoluer sur chaque journée, ne serait-ce qu'en 3 jours, que je me dis, en fait, si je les avais 15 jours par semaine, bah en fait, il y aurait un temps de relâchement. Bah, surtout qu'on faisait pas que du make-up, parce qu'on préparait un diplôme reconnu par l'État, donc on avait de la vente, de la gestion, de l'histoire du maquillage. Attends, mais c'est un diplôme reconnu par l'État, mais comment ça c'est reconnu par l'État et t'as de la vente et de la gestion? Ouais. Bah, je dis pas que c'est mal, hein, mais... Alors le CQP, il s'appelle... Donc CQP, ça veut dire Certificat de qualification professionnelle. Ouais. C'est plutôt des formations qui sont destinées à des adultes en général.
Et celui-ci s'appelle CQP maquilleur, animateur, conseil. Donc il est plus destiné pour être vendeur en maquillage, vendeur maquilleur quoi. Ok. C'est pour ça qu'il y a de la vente, de la gestion, Okay. Et etc. c'est pour ça que peut-être 15 jours par semaine, c'est pas mal. Voilà. Et il est reconnu par l'État. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'avait dit, il y a ce diplôme qu'on a monté pour essayer qu'il y ait un diplôme de maquillage, etc. Donc, ça peut être bien pour toi, tout ça. Et du coup, t'aurais pas pu faire que le CQP et non. pas le CAP Ah oui, esthétique. il fallait un CAP, soit esthétique, soit coiffure pour rentrer dans le CQP. Ok. Voilà. Voilà, en gros, pour mon parcours, j'ai arrêté, j'ai eu mon CQP en 2019, fin 2019, avec brio d'ailleurs, puisque j'ai été major national. Donc, Trop bien, félicitations. C'était très gratifiant, merci. C'est bête, mais rien que ça, je me suis dit, ok, bon bah, peut-être que j'ai bien fait d'aller dans cette voie, et ça m'a conforté pour continuer à... Parce qu'à l'époque, je gagnais que dalle avec le maquillage, hein. J'étais surtout payée par Nocibé. Hein. Oui, bah oui, je me doute. Et donc, janvier 2020, je quitte mon dernier contrat d'intérim chez Nocibé. Je me dis, ça y est, c'est parti. Cette année, je vais vivre que de ça. Okay. Et il y a eu le Covid. Voilà. C'est vrai que j'avais pas fait attention, si tu connais les dates, mais j'étais pas du tout sur ça, mais ok. Mais au final, je m'en suis sortie, même avec le Covid, parce que j'avais des arriérés de Pôle emploi, donc ça tombait bien. J'ai pas eu d'aide du tout pour le Covid. Okay. Parce que j'avais pas de chiffre d'affaires oui. précédent, alors que mon entreprise était ouverte. Bref, ça a été tout un micmac. Ça a été une période où j'ai un peu tiré la langue, ça a été compliqué, mais je m'en suis sortie. J'ai eu un peu d'aide de ma famille, et voilà. Ah, mais tu t'en es sortie financièrement, personnellement. Mais c'est parce que moi, quand tu m'as dit je m'en suis sortie, je me suis dit, punaise, elle a réussi à travailler comme maquilleuse et à se sortir un vrai revenu. Non, je me suis sortie quand même sortie des revenus parce que j'ai fait des cours en visio. Okay. Et que entre les périodes de confinement, vu que j'avais essayé de pas mal bosser mes réseaux sociaux, j'avais pas mal de gens qui prenaient des cours de maquillage. Très drôle d'ailleurs avec la visière, les gants et compagnie, c'était trop marrant de démarquer en cosmonaute pour... faire les cours de maquillage. Ouais. C'est ce qu'on appelle la détermination. Voilà. Non mais en fait, je me suis vraiment dit, je ne veux pas que mon projet s'arrête à cause de ce foutu Covid. Ouais. Donc je vais trouver une solution pour ne pas avoir à reprendre un job. J'y ai pensé quand même plusieurs fois, mais j'ai toujours réussi à me dégager le minimum pour vivre quoi. Et c'est fou parce que vraiment là, j'entends ta façon de parler et de raconter, et je me dis, mais comme quoi, le mindset, alors ce mindset, ça veut tout et rien dire, mais vraiment l'état d'esprit est hyper important, parce que je suis persuadée qu'il y en a plein dans ta situation qui se seraient dit, bon bah là c'est non. Là, c'est après tout ce que j'ai fait, j'avais un boulot sécure et confortable, je gagnais bien ma vie, ok, j'ai voulu tenter l'aventure, mais franchement, le Covid, quoi. Ouais. Enfin, Covid et maquillage, ça faisait pas mon ménage. Ouais. Donc, je suis sûre qu'il y en a plein qui se seraient dit, bon, ben là, c'est un signe que c'est non, en fait. Et vas-y, reprends ta vie comme d'habitude. Non, moi, je l'ai vu comme un challenge. Mais ouais, mais c'est ça, en fait. Quand il y a vraiment une grosse difficulté et un truc où t'as vraiment le moral à zéro, bah, en fait, tu peux soit voir le truc comme, ok, bah, c'est un challenge de plus à relever et vas-y, j'y vais. Mais je me suis dit, j'ai pas quitté tout ça et fait tout ça ces années, enfin, passer mes diplômes et tout, galérer entre-temps, j'étais passée, hein, mais j'ai été vendeuse de maillots de bain, enfin, tu vois, j'ai bricolé. Ouais. Parce que je me suis dit, maintenant, mon projet, c'est ça, et toute mon énergie va être concentrée pour atteindre mon but. Oh, j'adore, moi, cette histoire-là. Donc, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, mais c'est mort, je vais pas abandonner après avoir fait tout ça. Je vais y arriver. Ouais, donc tu l'as vu comme un challenge, alors que d'autres auraient pu y voir vraiment la goutte d'eau de trop. Je sais pas, je fonctionne comme ça. Et je me suis même pas posé la question, en fait. Et du coup, là, je me dis que c'est trop bien parce qu'aujourd'hui, on est, janvier 2024. C'est vraiment nouveau en 2024. Enfin, c'est janvier, quoi. Et du coup, t'es là en train d'enregistrer, du coup, un podcast avec moi sur le sujet de je maintiens mon CA tout au long de l'année, quoi. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile, tu m'aurais enregistré en 2020. Ouais, mais du coup, grosse réussite, quoi, parce que le sujet est vraiment trop bien. Bah là, on va le voir après quand on va parler des chiffres, etc. J'ai hâte. Mais c'est la première année où je me dis, ça y est, objectif atteint. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de me payer tant par mois et d'avoir du chiffre sur tous les mois de l'année. Ça y est, on y est. Mais j'ai aussi 2022 en chiffres.
où on tendait vers ça, mais c'était pas encore complètement ça. Donc ça m'a quand même pris au final 4 ans d'atteindre cet objectif-là que je m'étais fixé. Ok, j'adore et j'ai trop hâte d'entendre la suite. Ok, donc si je résume, parcours, t'étais pas du tout dans le make-up. Tu finis par avoir envie de te lancer dans le make-up par, j'ai envie de dire, les aléas de la vie, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est une coccinelle qui a fait en sorte que, un peu, ouais. que tu deviennes make-up artiste. Ok, CAP d'esthéticienne, du coup. Merci mamie. Voilà. CQP maquilleur. Et ensuite, Covid, et malgré le Covid, aujourd'hui t'en es là, et t'es maquilleuse professionnelle, tu te rémunères tout au long de l'année. Et on va dire que... J'ai du mal à y croire moi-même, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Et j'ai envie de te demander, et comment tu te sens du coup dans ta vie au global, dans ton rôle de chef d'entreprise, dans ton rôle de make-up artist. Ça pourrait être une conclusion, mais j'ai envie de te le demander maintenant, surtout que, bah du coup, tu m'as dit, c'est la première fois que tu as fait le bilan un peu de comment on peut dire ça? Ouais, que j'ai vraiment mis le nez dans les chiffres, là. Ouais, t'as mis le nez dans les chiffres. Qui est pas du tout mon truc de base. Voilà, t'as fait des comptes, on peut dire ça comme ça, exprès pour nous, pour le podcast, et pour pouvoir encore mieux partager ton expérience. Bon, disons que je voulais le faire, mais je me suis dit, c'est un signe que là, il faut s'y mettre. On sort les tableaux Excel et on essaye de voir ce que ça a donné, quoi. Donc, comment tu te sens là, du coup, maintenant? Je me sens bien, tu vois, quand j'ai fini justement ce tableau de compta 2023 et que j'ai mis des chiffres sur les ressentis, je me suis dit, punaise, ça y est, on y est, ça tourne, ça roule. Donc j'ai quand même un sentiment de réussite, de soulagement. Et je me suis aussi dit, je pourrais très bien m'arrêter là, entre guillemets, et continuer sur ce fonctionnement ad vitam aeternam, je veux dire. Je me paye, ça tourne, c'est très bien, tu vois. Mais non, on va pas... C'est d'évoluer. Non, là, juste après, quand j'ai fermé le classeur Excel, je me suis dit, ok, 2024, on fait quoi? C'est quoi les projets? Qu'est-ce qu'on met en place? Et comment on va franchir l'étape d'après, quoi, la marche d'après. Ok. Et du coup, ce que je te propose, c'est que je te pose toutes les questions que j'ai là par rapport au sujet du podcast aujourd'hui, et on conclut du coup avec ces projets-là de 2024. Ça te va? Très bien. Allez, go. On remet ça tout à plat. T'es en auto-entreprise aujourd'hui? Ouais. Ok. Et tu vis à 100% du make-up? Oui. Là, les chiffres dont on va parler, c'est ton chiffre d'affaires. Donc c'est avant que l'URSSAF se serve. Oui. Et, je l'ai précisé, ça je l'ai noté, parce que ça me semblait important de le préciser, parce que souvent quand on est make-up artiste, c'est un des sujets je pense que j'aborde le plus, mais on est make-up artiste et chef d'entreprise. Souvent, on n'a pas conscience d'être chef d'entreprise, et chef d'entreprise, ça sous-entend plein de choses, notamment d'être conscient de, quand tu fais une prestation, tu fais un make-up, on te paye 100 €, mais en réalité, ces 100 €, c'est pas ce qui va dans ta poche. Non. Pas du tout. Ces 100 €-là, on le sait bien. Ces 100 €-là, c'est ton chiffre d'affaires. Et sur le chiffre d'affaires, du coup, il y a l'URSSAF qui se sert, notre super copain l'URSSAF. Donc, du coup, il te reste un certain montant, mais c'est pas ces 100 €. Et puis même sur ce qui reste, il y a beaucoup de dépenses qui rentrent en jeu. Et ouais, c'est ça. Que j'ai quantifié aussi, je sais pas si on va beaucoup en parler, mais je peux quand même dire quelles sont... mes dépenses par grande famille, si tu veux. Oui, complètement. Donc, l'URSSAF, qui est clairement la plus grosse part, mais pas tout le temps d'ailleurs. Hein. Des fois, je dépense plus ailleurs. Tout ce qui est frais fixes, assurance, frais bancaires, nom de domaine. On va vraiment tout expliquer, parce que je sais qu'il y en a plein qui écoutent les podcasts et qui sont vraiment dans une situation où elles sont pas au courant de tout ça. Et quand nous, on dit l'URSSAF, l'assurance, machin truc, c'est des mots, mais ça n'a pas de sens. Alors. Donc, URSSAF, c'est ce que tu dois les impôts sur la micro-entreprise. Voilà. L'assurance, c'est ton assurance pourquoi, de quoi? C'est une ERC Pro, c'est si je crève l'œil d'une cliente ou je ne sais quoi. Ok. Pire exemple à prendre. Ça, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire, ouais. Ok, et ça te protège, ça te protège en cas il se passe un truc quand tu es en prestation. C'est comme la responsabilité civile personnelle. Si demain, il y a quelqu'un qui glisse chez nous et qui tombe, et ben il faut bien qu'il y ait une assurance qui prenne en charge tout ça. Ben là, c'est pareil, mais pour l'activité professionnelle. Ok, super. Les frais bancaires, c'est parce que j'ai un compte en banque professionnel. Ok, qui n'est pas obligatoire quand t'es en auto-entreprise.
Alors, je sais pas, moi, mon banquier m'a dit que c'était obligatoire. Je sais qu'en tout cas, il faut vraiment séparer les comptes, voilà, pro et perso. Je pense que ça reste quand même beaucoup plus simple en gestion, mais ce n'est que mon avis. C'est mieux. Alors, moi, du coup, mon comptable m'a dit société obligatoire d'avoir un compte professionnel, auto-entreprise pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Mais moi, je vois pas comment je pourrais faire ça. Hein. Ouais, mais il y en a plein qui n'ont pas de compte professionnel séparé, c'est leur compte personnel. Bon, ouais, moi j'ai un compte séparé. Mais j'avoue, je conseille le compte séparé, mais du coup, compte séparé veut dire il y a des frais bancaires. Oui, j'ai 13,18 € par mois pour information. Voilà, c'est très concret. Parfait. Ensuite, j'ai un site internet avec mon propre nom de domaine, donc j'ai des frais là-dessus pour la gestion de l'interface et de l'achat du nom de domaine. Et en frais fixes, je crois que c'est tout, hein, grosso modo. Ensuite, j'ai tout ce qui est achat pour mon kit. J'ai essayé de séparer entre les consommables et vraiment le maquillage. Ah oui, j'ai pas précisé que je fais de la coiffure aussi maintenant, donc bah, ça rentre aussi dans tout ça, dans l'achat de matériel. Ensuite, j'ai les formations et les salons professionnels. Ok, donc les formations, toi tu te formes. Ouais. Ok. Et les salons professionnels, tu vas visiter un salon professionnel ou tu loues un espace Je vais visiter. Ok. Ouais. Je considère que ça fait partie de la formation un peu entre guillemets parce que c'est du réseautage, on va voir ce que font les autres, on va avoir des masterclass, etc. Okay. Donc je l'ai mis là-dedans. Ensuite j'ai les déplacements, donc là-dedans j'ai tout ce qui est frais d'essence. Je mets aussi les frais réparation de ma voiture. Ok. Les péages, les parkings, les trains, les avions, voilà. Et on a une petite case frais divers qui peut être de la restauration les jours où je suis en presta, qui peut être, je sais pas, je dois envoyer un colis pour le boulot, bon voilà. Ok. Des frais autres. Frais autres. Cette année, par exemple, dans frais divers, il y a eu l'achat d'un iPhone. Donc c'est un petit peu plus cher. Mais sinon, en général, ça va pas chercher bien. Ok. Donc ça, voilà tous mes frais. Très intéressant. Donc moi, c'était très bien du coup d'avoir une idée un peu de tes dépenses. Mais là où je voulais en venir avec ce truc de chiffre d'affaires, parce que du coup on va parler quand même pas mal de chiffres dans ce podcast, c'est que sur un chiffre d'affaires, c'est vraiment l'argent que vos clientes vous donnent. Sur ce chiffre d'affaires, du coup, vous avez l'URSSAF qui prend une part. Et du coup, ce qui vous reste, c'est votre revenu, c'est comme un salaire, sauf que ça n'en est pas un, mais c'est ce qui rentre du coup dans votre compte bénéfice personnel. Et du coup, ce qui rentre dans votre compte personnel, c'est un peu comme un salaire, on est imposé dessus. Alors, moi, je fonctionne pas exactement comme ça. Ok, vas-y. Si tu veux, moi, j'ai fait le choix de me verser ce que j'appelle, moi, un salaire. Okay. Même si ça n'en est pas un, il n'y a pas de fiche de paye, etc. Oui, mais c'est pour qu'on comprenne mieux, on va dire ça comme donc, ça. je me verse, pour vous donner une idée, début 2022, je me payais 850 € par mois. Donc, c'est-à-dire que j'avais un virement permanent entre mon compte pro et mon compte perso de 850 €. Oui. Et si j'avais fait plus en bénéfice, ça restait sur le compte pro. Parce que on va l'aborder plus en détail après, mais on gagne pas la même chose tous les mois. Oui. Donc, si par exemple, il y avait un mois où je faisais, je sais pas, 2000 de bénéfices, si je me paye 2000, peut-être qu'il y a un mois où je pourrais me payer que 200. Donc, moi, j'ai fait le choix de me faire un salaire lissé sur l'année. Okay. Ce qui fait que, par exemple, très concrètement, au mois de mars, j'ai fait un chiffre d'affaires de 969 €, mars 2022. J'ai dépensé pour le pro 1256 €, donc j'étais en négatif, mais je me suis quand même payée. Ok. Voilà. Parce que t'avais des sous sur ton compte pro. Parce que, en fait, ça fait une espèce de balance, j'essaye de lisser pour... Mais par contre, du coup, j'ai une question. Alors, moi, j'ai jamais été en auto-entreprise en gagnant de l'argent. La seule fois où j'ai eu une auto-entreprise... j'avais rien fait pendant l'année, j'étais encore salariée, donc du coup, j'ai pas cette expérience-là. Quand t'es en auto-entreprise et que là, tu vois, en mars, tu gagnes 950 €, t'as dit ? Ouais, 969. Ok, 969 €. Ensuite, les impôts. Parce que tu payes des impôts, comme tout le monde. Alors, à cette époque-là, on va enlever cette question tout de suite. Pour le moment, donc là, je sais que je vais être imposable sur l'année prochaine. Okay, mais pour le moment, j'étais non imposable. Ok.
Donc du coup, t'as pas l'expérience des impôts pour l'instant. Tu vas Non. l'avoir là cette année. Je vais l'avoir, cette douce expérience. On va pas répondre à cette question là maintenant. On fera peut-être un point du coup l'année prochaine pour voir comment ça s'est passé en termes d'impôts. Mais voilà, en fait, c'est ça que c'est un peu le message que je voulais faire passer, c'est que surtout quand on gagne de l'argent qu'on gagne, parce que ça peut aller vite de se dire oui, tu fais un make-up à 100 €, sur un mariage, si tu fais 6 make-up, ça fait 600 €, c'est beaucoup. Oui, mais en fait, peut-être pas, en fait. Parce que du coup, il y a l'URSSAF qui passe dessus. Et même sur ce qui vous reste, vous allez potentiellement être imposé à partir d'un certain seuil. Mais très concrètement, là, on va pas pouvoir faire plus concret que ça. Vas-y. Sur 2022, j'ai fait 25 000 de chiffre d'affaires. Oui. Je me suis payée 12 000. Attends, parce que toi, du coup, c'est encore différent. Mais attends, parce que et toi, j'ai en dépenses, donc en frais. Ouais. J'avais 11 000. Donc déjà, on croit que j'ai gagné 25 000 €, je n'ai gagné que 14 000. Ouais. Et sur ces 14 000, j'en ai gardé 2 000 et quelques de côté pour en trésor, quoi. Donc, et ouais, c'est ça. 12 710 € sur l'année, je ne suis pas imposable. Et ouais, c'est ça, parce que je me suis dit, mais 25 000 €, t'es imposable, du coup. Mais non, parce qu'il y a un abattement de 50%. Ah oui. Quand tu es en auto-entreprise, les chiffres que tu vas déclarer à la CAF, aux impôts, etc., ils te font un abattement de 50%. C'est-à-dire que même la CAF, par exemple, quand tu lui dis j'ai gagné 1 000 €, elle considère que tu n'as gagné que 500 €. Ok. Et c'est quoi les conséquences de ça ? Eh ben, par exemple, si t'as, pour avoir, j'en sais rien, les APL, t'as un seuil de revenus à ne pas dépasser, bah, si tu dis j'ai 3 000 € de chiffre d'affaires, ils considèrent que tu n'as gagné que 1 500 € et que t'es éligible ou pas aux APL. D'accord, ok. Donc, eux savent très bien que, contrairement aux clientes qui pensent souvent que tout va dans notre poche, eux savent très bien qu'on a à peu près 50% uniquement qui va dans notre poche. Et c'est ce que disent mes chiffres d'ailleurs. Et ouais. Parce que j'allais te dire, qui te fait un abattement de 50%? Mais en fait, c'est très intéressant, c'est toutes les aides auxquelles on peut avoir accès en France. Du coup, eux, ils partent du principe que c'est que tu gagnes 50% de ton chiffre d'affaires. Les aides, mais aussi les banques. Hein. Okay. Parce que quand tu vas à la banque pour faire un prêt, ils prennent que 50% de ton chiffre d'affaires comme revenu. Okay. Donc ça dans les deux sens. Trop intéressant. Voilà. Ok, très bien. Et ben du coup, ma question suivante, c'est à ce jour, comment est ton chiffre d'affaires au cours de l'année ? Ouais, alors... Et du coup, je sais que t'as fait plusieurs années. Franchement, elle nous a fait ça super bien. J'ai fait 2 années, 2022-2023. Vas-y. Comme des années non Covid. Déjà, je pense que ça peut être plus pertinent. Oui. Et puis, voilà, 2 ans après lancement. Oui. Donc, du coup... les graphiques que j'ai fait me permettent de vous dire un petit peu comment se répartit mon chiffre d'affaires entre les différentes prestats que je fais. Okay. Parce qu'on n'en a pas trop parlé de ce que je propose exactement comme prestat. Voilà. Là, pour l'instant, je veux juste que tu dises, par exemple, ce mois-ci, vachement plus compliqué en termes de chiffres. Okay. Ce mois-ci, ça se passe mieux. Okay. Pourquoi je veux que tu te dises ça ? Parce que du coup, le sujet hyper intéressant aussi de cet épisode, c'est que tu nous dises c'est quoi ton activité au global ? Quels sont les... On sait que quand on est maquilleur, on peut faire pas mal de choses. Donc, je veux bien d'abord que tu mettes le petit teaser. Ok. Comment ça se passe dans la réalité des choses ? Alors, je vais vous parler... plutôt de 2023 du coup. Okay. Parce que ce qui s'est passé, c'est que comme je fais différentes prestations, je les ai développées les unes après les autres. Okay. Je me suis pas installée en me disant je vais cartonner dans le mariage, dans la mode, dans la télé. Okay. J'ai d'abord lancé le mariage, après j'ai développé mon réseau sur la mode et nanana. Okay. Donc 2023 sera plus pertinent. Sur l'année 2023, j'ai fait mes plus gros chiffres entre mai et décembre. Ok. Avec un peu moins en mois d'août, c'est normal, j'ai pris 15 jours de vacances. Donc du coup, j'ai un chiffre d'affaires qui est un peu moindre sur août, mais en gros, la grosse saison pour moi, c'est entre mai et décembre. Ok. Donc les mois creux seront janvier, février, mars, avril. Ok. Mais j'ai quand même du chiffre d'affaires sur ces mois. Okay. Je suis pas du tout à zéro, je suis autour de 1000, 1500.
Ok, et ton objectif, ça je le demande beaucoup à mes élèves et du coup je suis trop curieuse de savoir toi, mais quand tu t'es lancée du coup en auto-entreprise et que tu t'es dit ok maintenant c'est ça mon activité, faut que je rentre de l'argent, c'était quoi ton objectif je vais te dire chiffre d'affaires du coup, mais c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires et surtout ton objectif pour que tout le monde comprenne, il te fallait combien d'argent pour vivre par mois? Alors, j'ai pas trop raisonné en chiffre d'affaires, puisque comme tu l'as compris, je mettais pas trop le nez dans mes chiffres avant de venir te voir. Je savais au début, parce que je payais pas de loyer, j'étais hébergée, qu'il me fallait à peu près, pour démarrer sur la première année, 800 € par mois. Pour toi. Pour Donc moi. ça veut dire sur que mon du compte. coup, il fallait 800 € après l'URSSAF, les dépenses et tout. Ce que j'ai réussi à atteindre assez rapidement. Ok. Sauf en 2020 où je me suis fait aider et tout, mais 2021 je me payais ça 800 € par mois. Ok. Mais mon objectif dans ma tête, où je me disais ça y est, c'est bon, je suis bien, c'était de me payer 1400 € par mois. Ok. Donc là, ça y est, j'y suis. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le virement permanent entre mon compte pro et mon compte perso, c'est 1400 €. Donc c'était vraiment, mon objectif, c'était plus un objectif de salaire net, parce que même quand on est salarié, c'est ça qu'on veut savoir. Combien on va toucher. Bah oui. Donc voilà, petit à petit, je suis passée en 3 ans, en gros, je suis passée de 800 à 1400. Ok. Tous les mois de l'année. Du coup, là, je viens, et vu que tu l'as fait par palier, et c'est super bien, t'as commencé par quoi? Par quelle activité? Ouais. Et comment ça s'est développé? Et ce que tu fais aujourd'hui, du coup? Alors, j'avais déjà le face painting. Oui. Avec Cosmo Painting. Oui. Donc ça, je l'ai pas redéveloppé quand j'ai pas poussé plus cette presta quand j'ai monté mon auto-entreprise, parce que j'avais déjà ça roulait déjà un peu, j'avais des clients réguliers tous les ans. Ce qui est très intéressant en face painting, c'est que ça revient tous les ans. On pourra en parler après. Bien sûr. Donc j'ai d'abord visé le mariage. Ok. Parce que ça te plaisait ou parce que c'est ce qu'on dit dans le make-up que c'est le plus simple? Parce que ça me plaisait, parce que je savais que j'étais dans une région où il y avait beaucoup de mariages. Donc oui, je l'ai pas dit, mais je suis dans les Landes à Dax, et Landes Pays Basque, c'est quand même une région où il y a beaucoup de mariages. On a la côte basque, etc. Parce que mon exemple c'était Magali. Ça a sûrement joué. Je sais pas, j'avoue, je me suis jamais trop posé la question, mais pour moi c'était évident, en fait, je savais par où attaquer parce que c'est des clients particuliers. Donc je savais qu'en faisant des posts Facebook, en parlant autour de moi, etc., j'allais réussir à avoir des contrats. Alors que d'autres domaines, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on veut travailler dans l'audiovisuel ou dans la mode, on commence par où? Quand on connaît personne qui a une marque de fringues ou une chaîne télé. Tu sais que j'ai beaucoup de personnes qui se posent la question et pourtant qui veulent bosser dans le mariage. Et la première question qu'on me pose, c'est « Ok, mais je fais comment pour trouver mes premières clientes ?» faut montrer qu'on est là, quoi. Coucou, je suis là. Mais du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des personnes pour qui c'est inné. Tu vois, entre guillemets, ça te vient directement, pour toi c'est logique, c'est des particuliers, du coup j'en parle autour de moi, je me fais connaître, je fais Facebook, je fais Instagram, et du coup ça se fait tout seul, et il y a des personnes pour qui vraiment c'est je sais pas comment faire. T'as raison, en plus on m'a déjà posé cette question. Mais oui. Moi, très concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma meilleure pote, je l'ai maquillée, je lui ai mis une robe blanche, j'ai fait des photos, j'ai fait des posts Facebook, c'était vraiment bricolé, hein. Ma tante s'est mariée, je l'ai maquillée, j'ai pris des photos sous tous les angles, je repostais les mêmes photos, j'avais 3 fausses mariées, et je faisais des posts. Franchement, j'ai envie de te dire, mais merci de dire ça, parce que si tu savais le nombre de fois où je le répète, comme quoi ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir 46 millions de photos déjà prêtes ou de shootings déjà faits. Ah non, alors après j'ai vite fait des shootings. Une copine, la voisine, la tante, la maman. Ah mais c'était une robe de plage blanche, j'ai mis une fleur dans les cheveux et c'est parti quoi. Système D. D'ailleurs quand je revois ces photos, elles sont très drôles. Je me demande comment les gens m'ont booké là-dessus. Ouais, mais il faut bien commencer quelque part et t'en es la preuve. J'avais mes photos aussi d'école. Mais c'était les photos prises à l'iPhone devant la fenêtre, mais bon. Et tout le monde commence comme ça. Et après j'ai commencé à faire des shootings d'inspi.
j'ai fait mon premier shooting d'inspi, c'est moi qui l'ai monté. Parce que je voulais rajouter le henné. Parce que je faisais des tatouages au henné, parce que j'ai habité en Inde et j'ai appris à faire ça là-bas. Ok. Et du coup, je me disais, ça serait bien de toucher cette clientèle, parce que je suis sûre qu'il y a personne qui fait ça dans le coin, qu'elles sont obligées de faire venir des filles de Bordeaux ou de Paris. Et donc, j'ai appelé une photographe, une coiffeuse qui venait de se lancer aussi, qui avait besoin d'images aussi. On a fait ça dans le parc à Dax, avec une copine qui était typée indienne. Et voilà. Trop bien. Projet que j'ai finalement abandonné, mais en tout cas, voilà, j'avais des images de maquillage et de henné. Et après, j'ai été contactée par une wedding planner qui m'a dit on montre un shooting d'inspiration. C'est quoi un shooting d'inspiration? Et donc elle m'a expliqué que le but c'était de faire un faux mariage pour que chacun ait des images au lieu de le faire sur sa copine. Voilà, on a des images pro avec vraiment un shooting en collaboration, une robe de mariée, un château et compagnie quoi. Ok. Voilà, et j'en ai fait beaucoup des shootings d'inspi. Je pense que honnêtement c'est ça qui m'a apporté pas mal de clientes et je le sais parce que mes clientes, je leur ai demandé à chaque fois d'où elles venaient. Ça, je pense que c'est super important aussi à faire. Ouais. Dire comment vous m'avez connue. C'est une question que 4 ans après je pose encore systématiquement. Je la pose toujours aussi. Ouais. Donc, et je me suis rendu compte que c'était principalement le bouche à oreille et j'ai vu les photos de votre shooting qui faisaient que mes clientes m'avaient trouvé. Ok. Trop bien. Là, franchement, c'est un épisode, mais plein de petits tips. Écoutez bien et notez bien. Très long, par contre. Ouais, bah ouais. Ok, donc t'as commencé par le mariage. Ouais. Donc j'ai commencé par le mariage et en 2022, ça représentait 65% de mon chiffre d'affaires. Ok. Est-ce que tu peux, si tu te souviens, est-ce que tu peux nous dire tes tarifs? Oh oui, je me souviens très bien. Vas-y. J'ai commencé, je pense que j'ai dû en faire 3 à ce tarif-là, à 90 € jour J plus essai. Sans frais de déplacement. Et même pire que ça, je me déplaçais chez ma cliente pour lui faire signer le devis et le contrat. Donc j'ai commencé par du bénévolat. Mais en fait, je me rendais... Il n'y avait pas de maquilleuse à côté de chez moi, donc moi j'ai cherché maquillage, à l'époque j'habitais à Segor. Je tombais que sur des salons d'esthétique qui faisaient des maquillages à l'institut. Donc puis moi j'avais que mon CAP, j'étais en train de passer mon CQP, j'étais vendeuse de maillots de bain, je me disais mais à 90 € c'est déjà beaucoup hein. J'ai une question pour toi. Là aujourd'hui, avec ton expérience et aussi avec le fait que t'es make-up artiste et chef d'entreprise. Une entreprise, ça doit être viable. Oui. Les prestations qu'on doit proposer, si on les propose et si on les fait, il faut que ce soit ok pour que cette entreprise soit rentable. Oui. 90 € et c'est plus jour J sans frais de déplacement. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que c'était rentable? Ah ben c'était pas rentable, même je pense que je dépensais plus que ce que je gagnais. C'est pour ça que je dis que je faisais du bénévolat. J'en ai fait 3 comme ça. Et d'ailleurs aujourd'hui quand j'ai des filles qui viennent me dire je veux me lancer dans le make-up, qui me posent des questions et tout, je leur dis ne commencez pas trop bas parce qu'après il faut justifier qu'on monte ses tarifs. On peut pas monter de 50 € d'un coup sans que ça se voit quoi. Et puis faut pas casser le marché parce que ça a une valeur et voilà. Aussi, mais c'est surtout quel est l'intérêt de se créer une auto-entreprise, de se créer une entreprise et de proposer des prestations que, dans tous les cas, même si tu vends ces prestations-là, à la fin de l'année, l'entreprise n'est pas viable. Tu ne peux pas vivre avec avec ton propre travail où tu proposes toi-même tes propres tarifs. En fait, je pense que j'avais exactement la même réflexion que ce qu'on disait tout à l'heure. Je me disais, 90 €, je les voyais dans ma poche. Et ouais. Parce que je voulais pas regarder les chiffres. Donc, et puis surtout, la question que je me suis posée, exactement, c'est que je me suis dit, combien je paierais, moi, pour me faire maquiller pour mon mariage? Tu parles, à 24 ans célibataire, j'avais aucune idée de combien je paierais pour un mariage, parce que je n'étais pas du tout ma cliente. Et ça, c'est le premier truc que je dis quand on me pose la question, c'est, vous n'êtes pas votre cliente. Donc, c'est pas combien vous mettrez, c'est combien vous voulez que votre cliente mette dans votre travail. C'est ça. Donc, j'ai fait cette erreur. Après, donc, les étapes de mon essai plus jour J, ça a été 90, très rapidement, donc au bout de 3 mariages, 110. Et après, je me suis rendu compte que 110, c'était pas assez, et j'ai fait une grosse augmentation, puisque je suis passée à 180. Mais j'ai déménagé à ce moment-là. Donc ça a aidé à noyer un peu le poisson.
Donc j'étais à 180 Ok. pendant longtemps et j'ai augmenté petit à petit et là aujourd'hui je suis à 295. 295. En 4 ans. Et c'est plus jour J. Ouais. Et tu rajoutes les frais de déplacement. Et je rajoute les frais de déplacement. Très bien. Voilà. Je vais te féliciter beaucoup dans cette fiche. Ok. Voilà, donc très concrètement, voilà comment ça s'est passé pour le mariage. Et en plus, aujourd'hui, comme je me suis formée au hairstyle mariage, et que la plupart de mes mariés prennent maquillage plus coiffure, en fait, mon forfait, il est à 480. Donc déjà, quand j'ai juste une mariée, j'ai 480 de CA minimum. Ok, mais c'est 480... Alors, De chiffre d'affaires. oui, de chiffre d'affaires, bien sûr, mais du coup... je vais le dire parce que je trouve ça intéressant, parce que là, tu vois, tu dis c'est 480. Donc, on se dit, en un samedi, en une journée, Alors, 480 euros, Déjà, il y a l'essai. c'est trop bien. Non. Mais en fait, non, ça se passe pas comme ça. Quand là, tu annonces 480 euros, déjà, il y a l'acompte. J'imagine que tu prends un acompte. Oui, donc, du qui coup, arrive un an avant, à peu près. voilà, donc le jour où tu vas te déplacer, où tu fais la prestation, c'est pas 480 euros que tu vas gagner. Non. Voilà, c'était juste une C'est précision. 240, moins 50% de charge, grosso modo, Mhm. hein, selon la CAF et les impôts Et et les ouais. banques. Et ouais. Et en plus, c'est pas juste une journée de mariage, il y a aussi l'essai. Et il y a tout le temps passé à faire les devis, les contrats, répondre aux mails, au téléphone, etc. Et c'est là où, là, je pense qu'en 30 secondes, il y a des personnes qui doivent nous entendre et qui ont dû se dire « Oh, 480 euros, c'est trop bien !» Et en fait, bah, tu te rends compte que même à 480 euros, bah, c'est pas tant que ça, en tout cas de ce qui rentre dans notre poche. Et les personnes qui ont des tout petits tarifs doivent avoir des petites sueurs froides en mode « Ouais, j'avais peut-être pas pensé à ça. » Quand j'ai augmenté significativement mes tarifs mariage, le calcul que j'avais fait, c'était que il me fallait grosso modo 800 € par samedi de saison de mariage, donc qui était mai à octobre, pour m'assurer un minimum sur toute l'année, c'est-à-dire mes 800 € là. Mes 800 € par mois. Donc il fallait que je fasse 800 € par samedi de mariage pour être sûre de pouvoir manger et payer mes factures. Voilà. Pour lisser, en fait. Le minimum. Surtout Vraiment, c'était mon minimum. C'est trop bien parce que je fais exactement pareil que toi. Ah. J'ai un minimum de samedi et du coup, j'en discute beaucoup du coup, avec mes élèves parce que c'est avec elles que je discute le plus de tout ça. De leur dire que vous êtes dans l'obligation d'avoir déjà un objectif bien précis pour savoir où vous en êtes et pour avoir la motivation d'eux et aller chercher en fait à atteindre cet objectif-là et dans l'obligation d'avoir de bons tarifs et pourquoi pas avoir des conditions. Parce que du coup, tu fais comment ? Je sais pas, est-ce que toi tu as des conditions ? Moi j'en ai, typiquement les samedis de mai à septembre, qui est la plus grosse saison en tout cas maquilleuse mariée. Les samedis de mai à septembre, je ne me déplace pas pour un mariage. Je me déplace à partir de 3 personnes. Ce que, en tout cas, moi j'estime que c'est pas beaucoup, mais c'est la mariée et 2 invités au minimum. Ouais. Parce que si j'ai une mariée qui me book pour son mariage et qu'elle est toute seule, si je la maquille elle toute seule, tu perds ta journée. Bah ma journée elle est perdue. Ouais. Donc du coup j'ai mis des conditions et je sais que ça c'est un truc hyper touchy et avec la session que j'ai en business make-up là en ce moment, ça a été un truc où vraiment elles avaient peur. Elles avaient pas envie de m'écouter sur ça et j'ai eu à argumenter le truc. Écoute, je vais aller dans ton sens, donc, ça leur fait un argument de plus. Oui, je veux. Et j'en ai aussi beaucoup parlé avec Magali, donc trop bien. Voilà, et avec d'autres d'ailleurs. Mes conditions aujourd'hui pour les mariages, elles sont assez drastiques. Je vais le dire tout de suite, mais il faut prendre en compte le contexte d'où je travaille. Je travaille dans une région où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en termes de maquillage professionnel pour les mariages. Ok. Les mariés ont du mal à trouver des maquilleuses qui sont disponibles pour le jour de leur mariage. Si elles s'y prennent un peu trop tard, il n'y a plus personne de dispo. Donc je pense que ce contexte, il faut bien l'avoir en tête pour tout ce que je vais vous dire. Okay. J'ai la chance de pouvoir choisir mes clientes en fait. Okay. Et je sais que c'est pas le cas partout.
Ok. Mais même si c'est pas le cas partout, il faut quand même se payer. Il y a toujours, parce que du coup, là, tu leur donnes des arguments. Non, parce mais c'est quand même important parce que il y a peut-être, je veux pas non plus qu'il y ait des maquilleuses déjà installées qui se disent mais comment elle a autant de demandes et que moi j'en ai pas et que ça les mette en insécurité parce que le contexte joue quand même. Il y a plein de facteurs aussi, mais le contexte joue quand même, donc c'est très bien que tu le poses. Voilà. Du coup, moi, mes conditions à l'heure actuelle, c'est des conditions de facturation minimum. C'est pas nombre, parce qu'on n'a pas du tout la même grille tarifaire, toi et moi. Moi, les invités sont pas au même prix que la mariée. Je sais que t'as fait tout un sujet là-dessus qui était d'ailleurs très intéressant. Et j'ai changé d'avis d'ailleurs sur ça. Ah oui. Enfin, j'ai changé d'avis. C'est pas que j'ai changé d'avis, mais j'ai changé de fonctionnement parce qu'il y a eu des choses dans mon entreprise qui se sont passées. Bon, c'est pas le sujet. On parlera peut-être en off, mais avec plaisir. Mais donc du coup. Et en plus, comme je fais maintenant maquillage plus coiffure, je peux pas leur dire, il vous faut minimum 3 invités qui prennent que le maquillage, ou 2 qui prennent maquillage coiffure, ou, tu vois, c'est trop le bordel. Donc j'ai fait facturation minimum, je l'ai là, mon tableau. Si je fais 30 minutes de route, alors, mariée seule, c'est que sur Dax. Je me déplace pas pour une mariée ailleurs que sur Dax. D'accord, mais du coup, aujourd'hui, si t'as une demande, t'as une mariée et elle te dit « Je suis toute seule, j'ai besoin de vous pour un maquillage et je suis à Dax. » Tu dis oui? Je dis oui si j'ai déjà un mariage, mais je dis pas oui d'office, non. Ok. Je lui dis que en gros, je pourrais sûrement la prendre, mais qu'elle aura pas le choix dans les horaires. Que ce sera soit avant, soit après une plus grosse presta. Ok. C'est compliqué dans le discours d'expliquer ça aux clientes, mais je pense que si on est persuadé que il en va de la survie de notre entreprise, on arrive à l'expliquer. Si je fais 30 minutes de route, c'est 500 € minimum de facturation, 45 minutes 600 et 1 heure 750 €. Ok. Comment tu l'expliques? Alors je l'explique, je vais peut-être pas te ressortir mon mail type, mais en gros je leur dis voilà, pour un déplacement sur le lieu de votre mariage, il y a un minimum de facturation à prévoir. Avec la demande que vous m'avez fait, vous n'atteigniez pas ce minimum. Donc vous verrez apparaître sur le devis une ligne qui s'appelle complément pour minimum de facturation. Donc en gros, il vous manque, je sais pas, 150 €. Donc je le mets sur le devis. Et je leur dis, si vous voulez, c'est une enveloppe en fait que vous pouvez utiliser si vous voulez rajouter des prestats dans cette enveloppe ou pas. Mais en tout cas, moi je vous le facture dans tous les cas. Franchement, mais... on pourrait faire payer ce podcast. Est-ce que vous vous rendez compte des tips qu'elle vous partage? Moi, je le fais comme ça. Mais c'est hyper intelligent. Je pense qu'il y a des gens qui sont surpris de ça et qui se disent non mais sous ma gueule, nanana. Peut-être. Mais au moins, moi, je suis droite avec les choix que j'ai faits pour mon entreprise et je l'explique de manière totalement transparente. Il y a pour info, il y a des mariés qui me payent des fois 300 € de minimum de facturation supplémentaire et qui ne prennent pas d'invités. C'est-à-dire qu'il y a des mariés qui me disent « Ok, vous avez 1 heure de route, je vous paye 740 € mon forfait marié pour que vous veniez. » Et il y en a, j'en ai plusieurs. Oui, et puis aujourd'hui, on est en train de discuter du bilan un peu de ton entreprise et ton bilan de CA, et aujourd'hui, ton entreprise est viable et c'est en évolution. Donc, c'est que la manière dont tu travailles et ce que tu fais, ça fonctionne. Après, je bloque toujours le temps nécessaire pour que si la veille, elle me dise, il y a ma belle-mère ou ma belle-sœur qui va se faire maquiller, je bloque quand même dans mon agenda le temps, comme si j'avais une presta à ce prix-là. Ok. Donc, je lui dis jusqu'au dernier moment, si vous voulez rajouter quelqu'un, vous pouvez. Moi, je bloque ce temps-là comme s'il y avait déjà un maquillé. Ok. Voilà. Voilà pour le minimum de facturation. Donc le mariage, c'est quand même, encore aujourd'hui, je te dis que c'était 64% en 2022. Aujourd'hui, en 2023, je suis encore à 59% de mon chiffre d'affaires total sur l'année qui est apporté par le mariage. Okay. Donc c'est quand même ma plus grosse activité. Ok. Tant qu'on est sur le sujet du mariage, je veux bien que tu expliques comment ça se passe en termes de facturation, justement, parce que, on le sait, les mariés, elles bookent leur date de mariage plus ou moins longtemps à l'avance, mais quand même longtemps à l'avance. Donc, il y a du coup déjà la réservation, où normalement, mais tu vas m'expliquer comment tu fais toi, tu fais payer un acompte, ensuite tu as le jour de l'essai, et ensuite tu as le jour J. Donc, première question, comment ça se passe pour toi pour ces 3 dates clés, on va dire? Et, mais peut-être que je te poserai la question après. En fait, ma question, c'est quand est-ce que tu ouvres ton planning, du coup,
parce que moi typiquement je suis pas encore à l'aise avec cette idée d'ouvrir. Par exemple là on est en janvier 2024, je sais que beaucoup de maquilleuses ouvrent leur planning pour 2025. Moi 2025 déjà ça me paraît tellement loin que j'ai du mal à ouvrir aussitôt, et en plus de ça le fait d'ouvrir mon planning en 2024, là je vais ouvrir mon planning de 2024 à la fin de ma saison des mariés 2024, et en fait ça me permet d'avoir d'avoir tout ton chiffre de l'année sur l'année. Et ouais, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ton acompte et ton solde tombent sur le cours de l'année 2024. Parce que là, dans ma façon de penser, je me dis, si j'ouvre là maintenant mon planning, peut-être que je vais le faire demain, hein, on le sait pas. Hein. Mais si j'ouvre Soyez prêtes les filles. Si j'ouvre mon planning de 2025, là en janvier 2024, du coup je me dis, j'ai l'acompte de mes mariés qui sont encore en train de réserver pour 2024, j'aurai aussi l'acompte pour mes mariés 2025, et ce qui va se passer du coup fin d'année 2024 et début d'année 2025, c'est que j'aurai plus ces acomptes-là. Ouais. Enfin, je peux les mettre de côté. Mais faut pas que tu dépasses ton chiffre non plus. Ah, mais toi, t'es en société, donc c'est pas pareil. Pour l'instant, je suis en société, mais je sais que beaucoup sont en auto-entreprise, donc du coup, on va partir que sur l'auto-entreprise. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire. Faut vraiment faire en fonction de soi, et c'est ça toute la beauté d'être à son compte, c'est qu'on fait en fonction de ses propres contraintes. Mais toute la beauté des podcasts, c'est d'avoir plein d'avis différents et plein de fonctionnements différents, donc moi, ma première réflexion, ça a été, je prends un acompte pour sécuriser le contrat, la réservation. Bien sûr. Évidemment. Comme on était en période Covid en plus, ça prenait encore plus de sens. Et j'avais besoin d'argent maintenant pour les mariages qui allaient arriver l'année d'après. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir tôt. Et en fait, effectivement, tu expliques très bien, si toi tu changes de fonctionnement maintenant, tu vas avoir un décalage de trésorerie, le temps de faire le shift en fait. Oui. Moi j'ai toujours ouvert bien en avance. Encore une fois, je pense que j'ai été influencée par le fonctionnement de Magali qui était ma référence. Et elle fait comme ça, et du coup, je pense qu'il y a des trucs que j'ai fait en me disant... Magali a fait comme ça, je vais faire comme ça, tu vois. Okay. Et tu t'es pas dit, là je suis vraiment pessimiste, c'est pas mon habitude, hein, mais et tu t'es pas dit en fait, par exemple, là ton entreprise fonctionne très bien, mais tu te dis pas, ok, du coup je prends les réservations pour 2025, mais en fait je sais pas où je serai en 2025. Non. Et peut-être que... Non. Peut-être que je serai plus dispo parce que j'aurais dû prendre un... Je ne me suis jamais dit ça. Tu vois où je veux en venir? Non, parce qu'en fait c'est ma priorité. De faire tourner mon entreprise, c'est ma priorité dans ma vie, même au-delà, tu vois, de ma vie perso. Ça a été en 2020, j'ai pris cette décision, et c'est mon bébé pour les années à venir jusqu'à ce que ça tourne. Tu t'es pas laissé le choix. Non, mais je n'y ai jamais pensé, Mélissa, à ce que tu me dis là. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Du coup, c'est fou parce que moi, c'est bête, hein, mais c'est une des petites craintes que j'ai, même si j'adore ce que je fais. Je me dis qu'en 2025, peut-être que, je sais pas, j'aurai une opportunité de repartir dans le salariat et que je pourrais, mais moi, tu vois, je le vois à l'inverse, le problème. Je me dis, si jamais, parce qu'il y a peut y avoir autre chose, hein. Je me casse le bras, je peux plus maquiller. Aussi, mais bon, on n'en est pas là, quoi. Dans ce cas-là, je me débrouillerai pour rembourser les acomptes qui ont été versés, au pire. Tu vois? Mais je vais pas me bloquer sous prétexte que peut-être je serai pas dispo de je sais pas quoi. Je suis d'accord, mais j'avais besoin d'insérer le truc. Mais c'est comme ça que je réfléchis. C'est ma priorité d'être dispo pour ma boîte. Donc j'ai bloqué tous mes samedis à l'avance, sauf le samedi des férias de Dax, évidemment. Pour ceux qui connaissent. Qui est réservé jusqu'en 2035. Mais voilà, je me suis dit, bien sûr, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que je vais pas avoir besoin de reprendre un job? Ma condition sine qua non sera d'être dispo le samedi. Okay. Voilà. Donc du coup, j'ouvre. Donc là, on est en janvier 2024. Je viens d'ouvrir 2025. Comment ça se passe concrètement sur la différence de... Enfin, comment je perçois l'acompte et tout. Oui. Donc, j'ouvre en janvier N-1 les réservations pour les mariages. Je prends 50% d'acompte à la réservation. Avant, je prenais 30%. Et en fait, je me rendais compte que j'avais 30% des tarifs j'allais appliquer réellement l'année d'après, parce et 70 et voilà, parce que d'une année sur une autre, donc mettons sur une presta mariée,
Si aujourd'hui je la vends 200 €, peut-être que je vais toucher 100 € d'acompte pour ma mariée qui en fait je maquillerai l'année prochaine. Et j'ai un mariage aujourd'hui, j'ai peut-être touché que 70 € de solde parce qu'elle avait réservé sur d'autres tarifs. Donc je me suis dit en faisant 50-50 déjà, c'est plus clair dans ma tête. Et ça permet de lisser un peu plus ces problèmes de différence de tarifs et de différence de... Parce que les acomptes, on les touche n'importe quel mois. Oui. Alors que les mariages, on les touche que de mai à octobre. Oui. Bon, maintenant, ça va même plus loin, mais bon, bref. En gros, mai-octobre, quoi. Okay. Donc du coup, quand on réserve avec moi, on verse un acompte de 50% à la signature du contrat. Donc tant que cet acompte n'est pas versé, la réservation n'est pas effective. Tu me parlais de l'essai. Moi, l'essai, je l'impose... pas plus d'un mois avant le mariage. Donc du coup, en général, c'est très proche du mariage. Donc je ne prends pas de frais supplémentaires à l'essai. Elle paye 50% de la prestation totale. Même avec leurs invités. Donc si on est sur un devis à 800 €, ce que je me suis fixé à peu près, elle paye déjà 400 € d'acompte. Donc je leur demande pas plus à l'essai. Ok, et t'as pas l'impression de travailler gratuitement du coup le jour de l'essai ? Non, mais en fait, on travaille des fois gratuitement. Hein. Donc moi, je définis pas l'énergie avec laquelle je vais au travail en fonction de ce que je vais toucher à la fin de la presta. Et en plus, je l'ai fait le jour de l'essai. En général, je leur fais programmer le virement du solde pour que ça arrive sur mon compte le jour de leur mariage ou juste avant. Parce que moi, ça m'aide pour savoir exactement qu'est-ce que j'ai touché par mois en fonction des mariages, etc. Parce que des fois, elles veulent tout payer d'avance, hein. Il y en a qui préfèrent faire ça. Hein. Ok. Et du coup, j'insère une petite question. Le solde de la somme du mariage, tu la reçois quand ? Est-ce que tu la reçois quand tu te déplaces et du coup elle te paye pendant le mariage ? Ouais. Si c'est en chèque, c'est le jour J. Si c'est en virement, je leur demande de programmer le virement pour, du coup, le samedi, les virements ils passent pas, donc pour le vendredi. Okay. L'idée c'est que quand je reparte du mariage, j'ai été payée. Soit j'ai un chèque en poche, soit le virement est déjà sur mon compte. Ok. Voilà. Ça arrive très rarement qu'elles aient oublié de faire le virement et que je le touche la semaine d'après. Voilà, on n'est pas des robots, hein, on reste humain, mais l'idée c'est d'être sûr d'être payé quand je vais faire ma presta, quoi. Mais c'est vrai que je sépare vachement le travail que je fournis de l'argent que je reçois parce que c'est toujours en différé. Et je le vois vraiment presque comme si je m'auto-salariais. C'est-à-dire que, en plus, je ne gagne pas ce que je touche, puisque j'ai cette histoire de salaire sur l'année. Donc moi, tous les mois, je vais payer pareil, que j'ai bossé beaucoup ou pas beaucoup, je vais toucher pareil sur mon compte perso. Donc, tu vois, des fois, t'es salarié, il y a des mois où tu vas être sous l'eau et des mois où tu vas jouer à Candy Crush devant ton ordi, tu vois. Bon, voilà, c'est un peu pareil pour moi. Donc je sépare, dans mon esprit en fait c'est séparé, ce qui fait que j'ai jamais l'impression d'aller bosser gratos ou voilà. Ok, très bien. Donc ça c'est pour les mariages et donc j'ai quand même quelques chiffres à te donner puisque j'ai séparé dans ma compta les acomptes des soldes. Donc sur 2023, j'ai touché 14 700 € d'acompte mariage. Et 8 200 € de solde mariage. Je touche toujours plus d'acompte que de solde parce que mon entreprise est en croissance, donc en fait ça prévoit un petit peu le chiffre de l'année prochaine vu que c'est les acomptes des prestats de l'année prochaine sur les tarifs de l'année prochaine. Donc potentiellement plus de mariages avec des tarifs plus élevés. Et encore une fois, ça te pose aucun problème que ça se passe comme ça parce que du coup dans tous les cas ton salaire est lissé. Voilà. Ok. Ça, après, je dis ça comme si c'était évident, mais c'est des choix qui se font au fur et à mesure. On peut pas monter son entreprise demain et se dire, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais c'est une bonne dose d'inspiration parce que tu vois, tu dis oui, moi, Magali, du coup, je l'ai rencontrée et j'ai pris exemple et c'est mon mentor, c'est mon inspiration. Mais dis-toi que là, les gens vont t'écouter et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont te prendre comme inspiration. Déjà, même moi, tu m'inspires, tu vois. Oh, t'es trop mignonne. Je dis même moi comme si, mais pour mais parce que ça t'a permis de prendre du recul sur ton fonctionnement, ouais. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant, tes podcasts, et même le fait d'échanger, parce qu'on échange beaucoup en off entre maquilleuses. Oui.
c'est que des fois on est dans un fonctionnement, on se demande même pas pourquoi on fait comme ça, mais on fait comme ça. Bah oui. Et d'entendre les autres qui font autrement, on se dit ah mais peut-être qu'en fait j'y avais jamais pensé, mais ça pourrait être pas mal de faire comme ça. Mais parce que là, ce que t'es en train de partager avec nous, alors je sais que t'es contente de le faire parce que c'est ce que tu retrouves dans mes podcasts, mais ce que t'es en train de partager avec nous, c'est vraiment moi je trouve que c'est une petite pépite en fait, parce que c'est des sujets que beaucoup ont peur d'aborder entre pros, ou alors il y a ce truc un peu tabou où les gens osent pas poser les questions. Alors, je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais je le sais. Alors moi, je sais que du coup... Oui, je sais que t'es pareil. Je suis pas comme ça et que c'est pour ça que je fais les podcasts et tout, parce que je trouve ça trop enrichissant. Mais vraiment, il y en a plein qui nous écoutent, qui adorent du coup les épisodes de podcast, parce que du coup, elles trouvent un truc qu'il se passe pas en fait dans leur entourage, quoi. Moi, je le recommande tout le temps, ton podcast. Quand on me dit je veux être maquilleuse, t'as des questions à me poser, écoute le podcast de Mélissa, genre ça va répondre à toutes tes questions. Bah voilà, comme ça tu réponds à plein de questions et il y a plein de gens qui vont être hyper inspirés. Ouais, merci, j'espère. Pour revenir là-dessus, sur cette question de... En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que je donne des infos qui m'ont mis des années à émerger dans mon esprit. Je les donne gratos là en un podcast. Oui. Et est-ce que j'ai pas peur qu'on pique mon boulot? C'est ça la question. Alors non, pas du tout. Il y a même pas cette question comme ça. Je dis juste que c'est vraiment une pépite ce que tu es en train de partager, parce que effectivement, là tu partages ton évolution. Ce que t'as mis en place, ce que t'as appris, t'as fait des erreurs, et en fait, là, c'est un peu le bilan, tu vois. Ouais, mais c'est mon bilan, et avec mes contraintes, tu vois. Oui, moi, mes objectifs, on a parlé des objectifs tout à l'heure, j'avais des objectifs chiffrés, mais j'ai aussi pour objectif de pouvoir partir 1 mois en vacances dans l'année, de passer tant de temps... tu vas faire, du coup, d'avoir 2 jours minimum off par semaine, consécutifs. Voilà, j'ai des objectifs comme ça où je sais que ça fait partie clairement, ça m'aide à piloter mon entreprise, parce que c'est des objectifs qui sont tout aussi importants que combien je vais me payer. Et je voulais juste revenir sur ce que tu disais, effectivement, que y a des gens qui sont moins à l'aise pour partager un petit peu tous ces petits secrets du métier. Je vais citer ma grand-mère encore une fois, qui m'a dit « Il n'y a pas de concurrente, il n'y a que des collègues ». Et je trouve que c'est vraiment une bonne phrase, et moi je le vois vraiment comme ça. De toute façon, notre métier, il est en pleine mutation, le maquillage prend un essor considérable. Il y a plus en plus de gens qui font appel à des maquilleuses, qui était un métier qui n'existait quasiment pas pour les particuliers il y a quelques années. Et comme aujourd'hui, tout le monde va chez sa prothésiste ongulaire, alors qu'avant, ça se faisait pas. Et plus il y aura d'offres, et plus il y aura d'offres qualitatives, plus il y aura de demandes. Donc, il y a plein de maquilleuses qui vont arriver sur le marché, qui sortent d'école, qui sont inspirées parce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, etc., qui se disent « je veux faire ce métier ». Elles vont pas prendre la place des autres maquilleuses. Elles vont faire en sorte que la demande grossisse. Parce que en voyant une telle ou une telle qui va chez sa make-up artiste, et ben ça va devenir un truc plus commun en fait. Donc je pense vraiment que toute la profession a à y gagner, d'échanger et de faire monter l'engouement autour de notre magnifique métier. Voilà. C'était la petite moment philosophique du métier, mais je suis hyper d'accord. Mais vraiment, c'était plus dans le sens pépite, parce que tu donnes des infos hyper concrètes, quoi. Ah bah là, je vous ai parlé clairement de mon salaire, de combien... Enfin, je vous donne tous mes chiffres, là, donc c'est sûr que là, on est pas mal dans la transparence. Ok. Est-ce que tu as d'autres infos à donner concernant la partie maquillage marié? Parce que du coup, toi, tu ne fais pas que ça, et on va en parler aussi. Je dirais quand même que pour justifier des tarifs qui sont quand même assez conséquents, si on se replace du côté de la cliente qui débourse cet argent-là pour avoir ce service-là, on a vraiment quelque chose à apporter dans le service qu'on propose. C'est-à-dire que si c'est pour proposer que la cliente elle vienne chez vous se faire maquiller comme elle pourrait le faire dans un institut, évidemment elle est où la plus-value? Elle va pas forcément me voir, même si au niveau des techniques et du résultat, bien sûr, ça y est. Et je pense que ce qui justifie de tels tarifs, ça va être surtout... Alors, il y a la technique, mais aussi beaucoup l'expérience client. Et c'est là-dessus qu'il faut se développer et qu'il faut se différencier. C'est pour moi essentiel, voilà, de bien cibler sa cliente idéale et de savoir comment on veut travailler et de travailler son expérience client pour justifier aussi ses tarifs et être soi-même à l'aise avec ses tarifs. Parce que si on se dit j'ai entendu dans le podcast qu'il faut mettre tant d'euros la prestation, mais que soi-même on n'est pas convaincu de la valeur de notre travail, notre cliente ne sera pas convaincue.
Je suis d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, si je tombe malade et que je ne suis plus en mesure d'assurer le suivi de mes élèves business make-up, c'est bon, j'ai trouvé une remplaçante. Ce podcast se transforme en... Comment on dit, entretien d'embauche. On est bien. Non mais j'ai pas le temps, Mélissa, pas en vacances. Écoute, tout est digital, donc tu peux faire le cours depuis la Colombie, y a pas de problème. Ok. Je suis d'accord. Je pense que pour le mariage, c'est tout. Voilà, c'est quand même intéressant de voir que effectivement, je touche une partie du travail que je vais faire l'année prochaine cette année. Oui, et puis c'est ça qui me permet de vivre cette année, en majorité. C'est ça, en fait. Et c'est là où on en revient au sujet, en fait, de ce truc de maintenir son CA tout au long de l'année, parce que c'est une des difficultés et des peurs qu'on peut avoir quand on est make-up artiste à son compte et qu'il faut se rémunérer tous les mois. Les acomptes, c'est quand même hyper essentiel, quoi. Ah bah oui, puis de toute façon... On peut pas bloquer une journée de sa vie dans un an et demi sans toucher d'argent. Voilà. Donc ça, c'est la base de pourquoi on demande un acompte. C'est pour engager la cliente. Ok, je suis d'accord. Donc, redonne-moi les chiffres, le pourcentage dans ton chiffre d'affaires total pour les mariages. Aujourd'hui, en 2023, on est à 59%. Ok. De mariage. Ok. Est-ce que tu peux quoi nous le dire, reste du coup, c'est quoi le reste? Alors, le reste, c'est beaucoup le face painting. En 2022, j'étais à 14% et cette année, je suis à 16%. Aussi parce que mes tarifs ont augmenté sur le face painting. Je suis pas sûre d'en faire forcément plus que l'année dernière, mais voilà, ça me paye un peu plus en tout cas. Après, j'ai tout ce que j'ai appelé client particulier. Donc, c'est la personne qui va venir se faire maquiller pour un anniversaire, parce qu'elle va faire des photos. Je travaille en collaboration avec des photographes aussi, portraitistes, qui me demandent de venir dans leur studio photo pour préparer leurs clientes, etc. Les cours de maquillage. Ensuite, j'ai une petite partie, donc là, les 2 autres parties qu'on va aborder sont censées grandir dans les années à venir, audiovisuel et mode. Qui aujourd'hui, regroupés, représentent 18% de mon chiffre d'affaires. Ok. Donc presque autant, un peu plus que le face painting. Bah ouais. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ça, du coup? Alors, audiovisuel, c'est des tournages soit pour des chaînes de télé locales avec lesquelles je travaille, soit des tournages type clips musicaux, etc. C'est pas forcément quelque chose qui représente beaucoup de temps dans mon année, mais souvent c'est des gros projets. C'est une journée entière ou 2 jours, donc ça rémunère quand même, contrairement à une prestation de 2 heures ou de 3 heures, quoi. Et la mode, c'est des marques de vêtements locales qui me prennent pour toute leur collection. Donc ça, voilà. Il y a en été et en hiver, shoot de toute une collection, donc c'est entre 2 et 10 jours de shooting, quoi. Ok. Donc voilà, j'en ai quelques-unes. J'essaye de développer un petit peu. Après, j'ai pas non plus envie que ça prenne une grosse partie de mon temps, parce que j'aime bien en faire un peu, mais j'aimerais pas faire que ça. Donc ça, c'est vraiment une réflexion personnelle, parce que ça dépend vraiment des goûts de chacune et de chacun. J'aimerais bien que tu me dises, en fait, parce que je reprends un petit peu depuis le début, mais tu t'es lancée et t'as commencé par le mariage. J'ai bien compris qu'il y avait aussi ce côté face painting parce que ça a toujours été dans ton activité. Mais du coup, le reste, est-ce que tu t'es dit je le développe parce que j'ai pas le choix? Est-ce que tu t'es dit je le développe parce que j'ai envie de faire autre chose et c'est important dans mon épanouissement professionnel? Ou est-ce qu'en fait, ça t'est tombé dessus, t'as dit oui et ça a fait boule de neige et du coup ça t'a amené plus et plus de contrats et du coup ça te va bien? Alors il y a un peu de tout ça. Déjà, je déteste la routine. Donc c'est important pour moi d'avoir des activités diverses. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a fait que j'ai quitté le monde de l'entreprise. J'ai besoin de faire différentes choses. Donc c'était évident pour moi que j'allais essayer de voir si je pouvais faire quelque chose dans ces milieux-là.
J'ai évoqué au début que j'étais musicienne aussi, donc ce qui fait que j'ai tout un réseau autour de la musique, qui fait que je suis pas musicienne pro, hein, mais je dis ça pour raccourcir, mais voilà, j'ai beaucoup de réseaux dans le monde de la musique locale, et forcément j'ai des potes qui m'ont appelé pour ah ben on tourne le clip, etc. Ah ben le label de machin, ils ont besoin d'une maquilleuse pour le clip, donc ça m'est un peu tombé dessus par mon réseau perso en fait. Mais ça on sait comment c'est, parce que le réseau perso c'est oui on fait un clip et tout, mais vu que t'es ma pote je te paye pas. Est-ce que c'est des trucs rémunérés? Alors, au début... là, c'est rémunéré. Là, tu nous dis des pourcentages et... Au début, c'est carrément moi qui disais à mes copines, machin, ah bon, tu vas faire une vidéo, mais attends, je te maquille. Donc, ça m'a permis d'avoir du contenu, de l'afficher sur mon site. Si on va sur mon site aujourd'hui, il y a un onglet vidéo avec toutes les vidéos qui ont été postées sur YouTube par des labels, des groupes de musique, etc., où j'ai maquillé. Il y en a pour lesquels j'ai pas été payée, il y en a pour lesquels j'ai été payée très peu, et il y en a pour lesquels j'ai été bien payée, normalement payée. Comme pour tout, en fait, toutes les activités, j'ai commencé par faire pas cher ou gratos. Moi, je pense que des fois, il vaut mieux faire gratuitement. Moi, je suis vraiment de cette team-là. Quand on propose très peu, bah... Des fois, il vaut mieux pas accepter peu, parce que on se dit, ok, elle vaut tant. Non, je viens pour toi gratuitement, mais dis bien à tes petits copains qui tu vas me recommander que mon tarif, c'est ça. Donc... Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que je suis venue gratuitement, je demande toujours une contrepartie, mais c'est écrit. C'est-à-dire que je fais un devis à 0 avec marqué prestation en collaboration contre post Instagram, nom au générique, très intéressant. Rencontre du réseau professionnel, etc. Parce qu'on sait très bien le oui, je parlerai de toi, et rien derrière. Donc maintenant, je le fais. Ok. J'essaye de le faire, en tout cas, quand je vois que on me prend un petit peu pour un jambon. Donc, il y a eu ça. Il y a des choses qui me sont tombées dessus, entre guillemets, mais en fait, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que là, par exemple, les marques de vêtements dont je te parle, c'est notamment une des plus grosses marques qui est installée à Dax. Donc, forcément, ils ont entendu parler de moi parce que... j'en sais rien, elle a chargé de com, elle a une copine qui s'est mariée, et machin. Donc ça, c'est vraiment le bouche à oreille pur et dur. Et non, j'ai jamais démarché vraiment là-dessus. Mais je pense que naturellement, je suis quelqu'un qui entretient ses réseaux. Je veux dire, les vrais réseaux de personnes, je parle pas des réseaux sociaux. Et du coup, je suis toujours en train de parler de ce que je fais. Je suis tout le temps en train de placer un peu mes pions pour qu'un jour ça morde, quoi. Qu'est-ce que t'appelles entretenir ton réseau? C'est quand tu es sur un shooting, tu parles à tout le monde et tu parles de tes même pas, process, dans la vie de tous les jours. Je te prends un exemple très concret. Hier, j'ai été chez le podologue. Et ben, elle sait que je suis maquilleuse, elle sait que j'habite à Dax, elle sait que je fais du mariage, de la mode de l'audiovisuel et du face painting, et que je m'appelle Sarah Maki et qu'elle peut me trouver sur Google. Et je ne l'ai pas réfléchi en allant chez le podologue. C'est juste qu'elle m'a dit « Ah, vous faites quoi dans la vie ?» Et naturellement, je sais pas si c'est parce que je suis pipelette ou quoi que ce soit, mais voilà. Et en fait, ça a l'air de rien. Mais ça rapporte des clients. Vraiment. Pour moi, c'est ce qui rapporte le plus de clients. C'est le bouche à oreille et ne pas hésiter à dire ce qu'on fait et qu'on est là et qu'on propose ça. Et voilà, peut-être qu'on sait pas, le lendemain, elle va peut-être déjeuner avec sa mère qui va lui dire « Oh là, j'en ai marre, je sais jamais comment faire mon eyeliner. » Et elle va lui dire « Ah, bah en fait, je connais une maquilleuse qui donne des cours à Dax. » C'est comme ça que ça marche. Je suis d'accord. Donc, tomber dessus, oui, mais en fait, c'est un travail de tous les jours, quoi. Ouais, mais qui finalement n'est pas un travail parce que c'est naturel pour toi. Oui. Ok. Mais d'ailleurs, je pense que quand on est chef d'entreprise et qu'on gère son propre business de A à Z, si on n'a pas cet attrait pour le marketing, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est beaucoup, là. Bah, si on n'a pas cet attrait naturel, un minimum, ça va être un vrai travail de le développer. Parce que ça fait vraiment partie de notre métier de chef d'entreprise. Et que si on est là et qu'on fait des super beaux maquillages, mais que personne le sait, ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Quand on a échangé ensemble, bah, du coup, en discutant de ce sujet dont on est en train de parler, tu m'as dit que c'était un vrai sujet, la manière dont tu développais chacun des domaines. Et tu avais l'air de dire que
que déjà c'était un gros travail et que t'avais appris en fait à développer le mariage, le face painting, autre chose. En fait, quand je me suis installée, j'avais déjà en tête que je voulais avoir cette pluridisciplinarité parce que, comme je te disais, j'aime pas la routine et j'aime bien toucher un peu à tout. Oui. J'ai d'ailleurs essayé de développer d'autres choses que j'ai arrêtées. J'ai parlé du henné tout à l'heure, c'est un des exemples. Mais voilà, j'ai toujours eu cette envie de développer tout ce qui me plaît, en fait. Voilà. Et j'ai vite vu que déjà, de me placer en tant que prestataire de mariage, c'était pas mal de boulot de communication, etc. C'est ça. Communication, et puis de préparer, voilà, d'écrire ses contrats, de trouver son logiciel de facturation, ça prend du temps. Voilà. Parce que du coup, je précise un petit peu, mais là, je suis d'accord avec toi que c'est un vrai travail et que c'est un vrai sujet, en fait, d'avoir plusieurs activités, parce que du coup, tu t'adresses à plusieurs clients différents, donc pas la même manière de communiquer, pas les mêmes canaux d'acquisition, j'ai envie de dire, voilà, pas la même clientèle cible, quoi. Non. Donc, et d'ailleurs, j'ai hésité à avoir 2 identités. Mais comme toi, hein, de la même manière que t'as ton activité de maquilleuse et ton activité de formatrice. Oui. J'ai hésité, ça me convenait pas parce que ça c'est vraiment une question d'autodiscipline, mais je savais que j'allais pas m'y tenir à tenir 2 comptes Instagram, 2 adresses mail, tout ça. Donc j'ai décidé de tout faire sous Sarah Maki. Même tu vois, aujourd'hui je coiffe, ça apparaît pas dans mon nom, donc c'est à moi de toujours répéter que je fais ça aussi parce que c'est pas évident. C'est franchement un challenge et c'est des questions qui sont encore en cours dans ma tête parce que j'en ai pas parlé là aussi, mais il y a aussi un autre milieu qui m'intéresse, c'est le milieu de l'influence make-up que je touche un peu du doigt, qui aujourd'hui est pas rémunérateur pour moi, mais ça me permet voilà je suis en collaboration avec plusieurs marques qui m'envoient leurs produits, etc. Activité de plus, et en plus qui se passe sur les réseaux. Donc comment on gère tout ça, hein? Concrètement sur ma page Instagram, je poste quoi? Je poste pour mes mariés, enfin pour mes futurs mariés. Je poste pour les marques de fringues, je poste pour le petit artiste indépendant qui veut tourner un clip, je poste pour le comité d'entreprise qui veut une maquilleuse pour Noël, je poste pour que des marques se disent « Ah tiens, ça serait bien qu'on lui envoie des produits ». Voilà. Donc c'est compliqué. Mais j'essaye de faire un peu de tout. Concrètement, j'essaye que quand on me trouve, que ce soit sur un canal ou sur l'autre, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur mon site internet, on comprenne que je fasse un peu de tout. C'est compliqué. Là, du coup, ça va vraiment à l'opposé, tu vois, de ce que je dis aux personnes que je suis. Je suis plutôt partisante. Alors, je valide parce que forcément, toi, ça fonctionne et puis tu l'as fait petit à petit, comme tu nous l'as dit. Mais c'est vrai que j'ai tendance à conseiller pas mal de focuser son énergie de segmenter, sur un domaine, de le développer et ensuite, pourquoi pas d'en développer un autre, de reprendre un petit peu ses marques, une fois que ça fonctionne, d'aller vers autre chose. Bon, c'est un peu ce que t'as fait finalement. Après, moi j'ai constaté... Vas-y, toi, t'es vraiment sur multicasquette et en soi, même quand je leur conseille ça, c'est pas une question de fermer ses portes. C'est une question que quand la personne, elle arrive sur votre Instagram, sur votre site internet, sur peu importe avec quoi vous communiquez, mais qu'elle comprenne un peu votre activité principale et why not vous faites autre chose parce que vous êtes maquilleuse. Ça ferme pas des portes, mais au moins ça fait que les personnes qui sont là vraiment pour votre domaine de prédilection, elles sont là et elles restent. Ouais. Je pense que tu as tout à fait raison dans ce conseil que tu donnes. Moi, même si je sais que c'est la solution idéale, je sais que je m'y tiendrai pas en fait. Donc ça sert à rien de le mettre en place si c'est pour pas l'exploiter derrière. Parce que voilà, je fais plein de choses, mais dans la vie, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens aussi. Donc il faut que je me fixe des objectifs d'organisation qui sont atteignables pour moi. Parce que si je mets en place un process et que je m'y tiens pas, ça sert à rien. C'est important de le personnaliser. Voilà. C'est pour ça aussi que tu crées ta propre entreprise et que c'est aussi tout l'intérêt. Voilà. Et puis de toute façon, rien n'est immuable. On peut toujours revenir en arrière. Donc, moi, j'ai constaté qu'en gros, sur Instagram, c'était les clients particuliers qui arrivaient à moi. Sauf un ou deux qui filtrent, je ne sais pas comment. Mais parce qu'il y a toujours des touristes. Voilà. Un gars qui a une marque de fringues et qui me contacte par Instagram. Bon, ça m'arrive de temps en temps. Mais en gros, Insta, Facebook, c'est les particuliers. Et mon site internet, c'est les professionnels et les particuliers. Mais les particuliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur le Insta ou sur le Facebook. Donc au final, toute ma clientèle particulière est redirigée là-dessus.
Et en fait, je pense que mes réseaux principaux pour l'audiovisuel et la mode, c'est ce que je disais avant, en fait, c'est le bon vieux bouche à oreille. Donc, je le développe pas plus que ça. Là, mon site va être en refonte, donc je vais essayer de le faire apparaître un petit peu plus. Mais c'est mes clients particuliers, en fait, qui me trouvent sur Google ou sur Instagram. Donc, j'oriente plus ma communication pour des clients particuliers. Mais après, pour être totalement honnête, ma communication, c'est 100% feeling. 100%. Je n'ai jamais programmé de publication Instagram. À part aujourd'hui, d'ailleurs, à 18h, j'ai un reel qui sort. C'est la première fois que je le fais. C'est vraiment, tiens, j'ai envie de poster ça. Donc, faut pas m'écouter là-dessus parce que c'est pas du tout... C'est vraiment du pifomètre, quoi. Ouais, mais là, du coup, c'est un exemple concret dans la réalité où on vient de dire, tu vois, ça a fonctionné pour toi. Ton CA est là, ton CA parle pour toi. Et c'est vrai que ça va, encore une fois, en contradiction avec moi, ce que je conseille, mais parce que souvent, je conseille un peu en mode, on reprend les bases, voilà le mode d'emploi, on teste le truc, teste-le et après fais-le à ta sauce. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire optimise en fait ta communication et c'est bien le feeling, mais le feeling tu l'auras pas tous les jours et ce qui se passe c'est que tu postes pas régulièrement et tu te prends la tête à chaque post, mais bien etc. sûr, bien sûr. Mais moi ça me prend pas la tête parce que j'ai ce truc, tu vois, je pense que quand on devient chef d'entreprise et qu'on va devoir gérer toutes les casquettes, il y a les casquettes qui vont être faciles à porter. Ouais. Ça va être, maquillée, probablement, quand même, si on choisit ce métier-là. Et moi, je sais que la casquette, je me fais connaître, je parle de moi, j'alimente mes réseaux sociaux, tu vois, elle est un peu naturelle chez moi, dans le sens où je le fais naturellement, ça me demande pas un effort. Par contre, faire mes chiffres, faire mon site internet, tout ça, là, je sais que c'est des sujets sur lesquels il faut que je travaille, que je fournisse un effort supplémentaire. Et je pense que c'est important, un peu comme on ferait un bilan de compétences avant de postuler à un nouveau poste, de se dire, ok, qu'est-ce qui va être facile et instinctif pour moi, et sur quoi il faut que je passe vraiment du temps, et que je me forme, et que je m'organise, et que je me discipline pour ces activités-là, tu vois. Donc, en fait, vraiment, l'aventure de l'auto-entreprise, c'est pas la première fois que j'entends ce truc que je vais vous dire, mais c'est vraiment un chemin dans la connaissance de soi. Connaître ses points forts, ses points faibles, de comment on fonctionne, comment on réagit, et pouvoir en fait surfer sur tout ça et mettre en place des choses qui font que, par rapport à moi, par rapport à ce qui fonctionne pour moi, je vais faire ça. Ouais. Et en plus, t'as un retour en direct, c'est-à-dire que ça n'impacte que toi, en fait. Donc, c'est-à-dire que si tu réussis, tu vas être fier de tes réussites que tu ne dois qu'à toi, mais si tu te plantes, et là, on parle de ce qui marche, mais il y a eu plein de moments où je me suis dit, oh là là, j'ai fait n'importe quoi, ça va pas du tout, je m'en veux, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû prendre cette presta, j'aurais pas dû donner ce tarif, et là, tu t'en veux qu'à toi aussi, mais que ça te sert de leçon pour pas le refaire. Mais du coup, je trouve que quand même, la gratification directe de la valorisation de son travail, elle est vachement motrice. Enfin, pour moi, en tout cas, elle est motrice. Voilà. Aujourd'hui, de voir mes chiffres et de me dire cet argent-là, ces chiffres, cet argent qui est sur mon compte en banque, c'est moi qui l'ai fait. Les gens, ils ont donné des sous à moi pour mes compétences, tu vois. C'est incroyable quand ils pensent. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas genre j'ai signé un contrat qui dit que j'aurai tant par mois. Non. C'est tous les mois, il y a des gens qui me disent je te donne cet argent parce que le service que tu me fournis, je suis prêt à payer cet argent pour l'avoir. Et ça, c'est hyper valorisant. Et ça me pousse à toujours vouloir faire mieux. Je me sens redevable envers mes clients en me disant elles ont déboursé de l'argent, il faut qu'elles aient un service au top. Moi, je veux qu'elles soient contentes, quoi. Donc, du coup, ça me motive à faire toujours mieux. À me dire, je vais leur prendre les meilleurs produits. Là, je vais me former, par exemple, pour faire des massages quand j'applique ma crème. Personne m'oblige quand je mets ma crème de soin, tu vois, avant mon make-up. Je me forme pour avoir des massages drainants, etc. Tu vois, j'essaie toujours d'aller chercher... Mais je sais que toi, tu fais ça aussi. D'aller toujours chercher le meilleur du service client. Je veux gagner ma vie et que ma cliente soit contente. Que tout le monde soit content, en fait. C'est là où tu auras les meilleurs retours et le meilleur bouche à oreille et qui fait... En tout cas, moi, je crois dans ça. C'est sûr. C'est sûr. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que t'es à l'aise avec tes tarifs le jour où t'es à l'aise avec le service que tu proposes, où tu sais qu'il vaut ce prix-là. Et dans ces cas-là, les clientes, elles te suivent.
Et il y a des clientes qui... que ça marche pas. Bah non. Est-ce que ça se ressent? Et c'est un des premiers trucs qu'on te dit quand tu fais du commerce. On en a pas trop parlé, mais je pense que j'ai acquis pas mal de ces compétences dans mes jobs en tant qu'ingénieur. J'ai été commerciale. Et forcément, d'avoir touché à différents milieux professionnels, ça m'a aidé à avoir un petit peu cette vision globale, je pense. Mais il y a encore tellement de choses à apprendre. Je pense que ça qui est bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des sujets qui te semblent importants par rapport à ton activité, ton entreprise, et qui te semblent importants dans... C'est pas français ce que je vais dire, mais vous allez comprendre. qui te semblent importants d'aborder dans cet épisode? Oui. Parce qu'on a parlé de... Tout à l'heure, j'ai dit qu'en gros, ma grosse saison à moi, c'était de mai à décembre et que je faisais principalement du mariage. Oui. Mais en fait, octobre, novembre, décembre, je fais peu de mariages. J'en fais quand même quelques-uns, mais peu. Et sur cette période-là, c'est le face painting qui me fait quasiment tout mon chiffre. Concrètement, l'année dernière, en 2022, sur le mois de décembre, c'est 1 900 € de chiffre d'affaires de face painting qui sont tombés. Okay. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un peu mon parcours qui a fait que j'ai cette part de chiffre d'affaires qui est allouée, qui vient du face painting. Et je sais, pour en avoir discuté avec pas mal de maquilleuses, que c'est une activité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, effectivement, parce que c'est très différent du maquillage beauté. Ça vient pas du tout faire appel ni aux mêmes compétences, ni au même public, enfin, tout est différent, si ce n'est compter un pinceau. Mais voilà, je sais qu'il y a souvent des filles qui me disent « Ouais, le face painting, des fois on me demande, je me dis que ce serait peut-être bien que j'en fasse. Et si c'est pas quelque chose qui vous rebute, si c'est quelque chose qui vous attire un peu, essayez. Achetez-vous une petite palette sur Amazon avec 3 pinceaux et essayez déjà, voir si ça vous plaît, la matière, etc. Parce que dites-vous qu'un enfant ne va pas avoir la même exigence qu'une mariée. Donc si vous savez faire des tics, des Spider-Man, une couronne de princesse et un Hello Kitty, déjà, vous pouvez vendre des prestats. Aujourd'hui, on est à minimum 80 € de l'heure sur une presta face painting pour une maquilleuse professionnelle. Pour être très concret. Okay. Donc ça peut vous ramener du chiffre. Les anniversaires, vos mariées, elles ont des enfants qui fêtent des anniversaires. Et du coup, pendant tes mariages, est-ce que tu proposes un système d'animation ? Ouais. Je le propose plus aujourd'hui, je le mets plus en avant, mais on me le demande et je le fais si on me le demande. Mais je l'ai mis en avant au début, effectivement. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme forfait où j'essaye de rajouter des lignes pour qu'elles prennent le plus gros forfait, quoi. Voilà. Donc oui, je le faisais. Aujourd'hui, je le fais différemment, mais je le propose pas. Mais voilà, on me le demande des fois. Il y a les anniversaires qui sont en général le mercredi ou le samedi après les mariages. Il y a toute la période de Noël où là, ça va être les entreprises. Ça peut être le resto qui est à côté de chez vous. Enfin, moi, je travaille beaucoup à côté de chez moi. Le Décathlon qui est à côté de chez moi. Ils font un petit goûter pour Noël où il y a le Père Noël qui vient donner des cadeaux aux enfants. Tout ça, c'est des prestats potentiels. Et Halloween, je suis sûre que toutes les maquilleuses qui nous écoutent ont eu des demandes de maquillage Halloween. Toi aussi, tu as dû en avoir des demandes de... Ouais, mais je déteste. Voilà. Il y a du chiffre à faire là-dessus. Ouais. Et il n'y a pas besoin de se former pendant 1 an pour être opérationnel en face painting. Il faut avoir un attrait de base pour ça. De toute façon, quand on est à son compte en général, on a du mal à se lancer à fond dans des trucs qui ne nous plaisent pas. Donc il faut avoir un attrait pour ça. Mais vous pouvez dès demain, dès cette année, vous dégager du chiffre sur cette activité. Je vais en profiter pour faire mon petit moment promo pendant qu'on est souligné par les sirènes des pompiers. Donc, comme je disais au tout début du podcast, j'ai de nouveaux objectifs et de nouveaux challenges que je me lance pour 2024. Elle me pique ma question de fin, vous avez vu. Bon, non, vas-y. Une autre.
On me l'a demandé, ça y est, ça arrive, je vais pouvoir proposer mes formations face painting pour les maquilleuses. Trop bien. Pour celles qui dépendent de l'opco-esthétique, il y aura une prise en charge possible par le FAFCEA. Donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps à mettre en place, parce que c'est un peu un parcours du combattant, n'est-ce pas, de se faire prendre en charge les formations. Donc ce sera des formations individuelles qui se passeront à Dax, où peut-être que je pourrais me déplacer, à voir. Pareil, j'ai pas tout posé, je sais pas tout exactement comment ça va se passer, je verrai à l'usage. Formation individuelle sur 2 jours, et au bout de 2 jours, si derrière vous travaillez par vous-même, dans 1 mois, vous pouvez avoir vos premières factures de Presta Face Painting. Sur les mois où vous travaillez probablement moins, si vous êtes pas mal dépendant du mariage, comme c'est le cas quand même de pas mal de maquilleuses. Ok. Voilà. Parce que effectivement, ce truc de face painting, et en fait, là où je fais le lien, c'est encore une fois avec le sujet de ce podcast, et c'est pour ça que je voulais vraiment pouvoir enregistrer un épisode en duo pour qu'on ait vraiment une vision différente. C'est est-ce que je diversifie mon activité, parce qu'il y a beaucoup de maquilleuses qui se lancent dans le mariage parce que c'est plus simple. Sauf que le mariage, c'est pas toute l'année, même si ça commence à s'étendre un petit peu. Et avec les acomptes, tu peux quand même un peu lisser. On peut quand même un petit peu lisser, mais il reste quand même des mois où c'est un peu plus petit. Oui. Et en fait, c'est vrai que la solution, si on veut rester 100% sur le mariage, parce qu'il y a entre guillemets que ça qui nous plaît, c'est de faire en sorte que nos tarifs nous permettent de lisser en fait le chiffre d'affaires et d'avoir toujours un salaire, et je mets des guillemets même si vous le voyez pas, mais je mets des guillemets à salaire, que nos tarifs en fait de l'été nous permettent de vivre tout au long de l'année. Ça c'est un peu le truc idéal, et si c'est pas le cas, parce que quand on se lance, c'est souvent pas le cas, comment je fais pour diversifier un petit peu mon champ de compétences et mes services proposés, pour que quand même j'arrive à vivre de ce métier en auto-entreprise tout au long de l'année et sans devoir reprendre un emploi salarial si c'est pas mon souhait le reste de l'année. Et c'est vrai que je vois beaucoup de maquilleuses qui font du face painting et des animations pour les enfants et qui se diversifient comme ça. Après il y a d'autres choses comme tu l'as dit, le shooting, l'audiovisuel, enfin des trucs comme ça. Mais la formation effectivement, punaise, j'ai même oublié la formation. Mais c'est vrai que c'est un truc à se demander, est-ce que je suis prête? Moi je le demande souvent ça aux filles avec qui je discute, enfin aux filles ou aux hommes, hein, peu importe, mais c'est quoi vos limites? Moi typiquement ma limite c'est le face painting, surtout enfant. Ça c'est vraiment un truc, parce que c'est un vrai truc, hein. Mais je sais. Voilà, en parlant d'enfants. Avant la petite intervention de Monsieur Chat, ce que je disais, c'est que souvent je demande aux personnes qui souhaitent se diversifier qu'est-ce que c'est votre limite, parce que j'estime que quand tu es en auto-entreprise et que tu as ta propre entreprise, du coup, l'idée c'est de se faire plaisir. Tout à fait. Et moi, typiquement, ma limite, c'est le maquillage enfant. Si demain je suis dans l'obligation de devoir accepter des contrats, parce que je sais faire en plus... oui, mais t'as pas envie de le faire. Mais si demain je suis dans l'obligation d'accepter des contrats de maquillage enfant parce que mon entreprise ne vit pas sans ça, ou parce que voilà, c'est non. Ouais. Par exemple. Ouais. Non mais c'est bien de savoir ça. Mais effectivement, je vous vois, hein, toi, je vois Magali, je vois d'autres maquilleuses qui font des maquillages enfants, pendant que moi, mes mois sont un petit peu plus faibles en termes de revenus, par exemple. Et je vois que vous... Ouais, mais t'as pas envie de le faire, tu les envies pas. Mais... alors, peut-être que je me dis, ah punaise, elles ont de la chance parce qu'elles bossent, mais j'avoue que je vous envie pas de faire ce truc-là. Non, mais attends, parce que c'est quand même... Parce que c'est quand même quelque chose de particulier. C'est compliqué. Voilà. C'est-à-dire que tu vas passer ton mois de décembre avec des enfants plus ou moins dissipés, plus ou moins malades, avec le nez qui coule, des parents plus ou moins sympas. Enfin, c'est pas du tout pareil que de travailler sur un mariage, ça n'a rien à voir. C'est un contexte différent. Il faut et puis même t'arrives pas avec la même attitude, j'ai envie de te dire, en plus moi tu le sais, je me déguise pour mes prestations face painting parce que je suis toujours dans cet esprit que pour moi l'expérience client est super importante
Et mais c'est je trouve ça fun, tu vois, de venir en Mère Noël. Les enfants, ils me demandent si j'ai reçu leur liste. Enfin, tu vois, moi, j'adore ça, tu vois. Mais c'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et t'es pas obligé de le faire. J'ai plein de collègues qui sont maquilleuses artistiques, qui font des face painting, qui arrivent en jean et en pull, hein. Et c'est ok. Chacun fait comme il veut. Mais c'est sûr que c'est un public particulier. T'arrives pas avec la même attitude quand tu vas maquiller 200 enfants en 3 heures que quand tu arrives dans un château pour une mariée, quoi. Ouais, je suis hyper d'accord. Voilà. Mais voilà. Encore une fois, je pense que en tout cas, la conclusion de ce sujet-là, c'est déjà trop bien que tu sortes tes formations. Parce que vraiment, tu bosses bien. Et puis, j'ai tellement hâte de vous avoir et de vous dire qu'il faut plutôt essayer comme ci, comme ça. Parce que là, c'est la formation technique en plus. Donc vraiment trop bien. Vous avez une formatrice trop géniale à dispo. Donc si c'est vraiment un truc qui vous tente, vous savez qui aller voir. Au moins, vous avez même pas à chercher, vous savez qui aller voir. Mais un peu la conclusion de ça, c'est qu'est-ce que, en étant maquilleuse et en ayant votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette entreprise ? Et ne pas faire. D'ailleurs, moi, j'arrête les cours de maquillage, la formule de A à Z, ça s'appelait comme ça dans mes tarifs, qui était 2 à 3 heures de make-up vraiment à apprendre de se maquiller de A à Z. Et j'arrête cette presta parce que j'y prends plus de plaisir, en fait. J'ai échangé d'ailleurs avec Magali à ce sujet. Elle m'a dit, mais si t'y prends plus de plaisir, lève le pied, fais une pause, parce que, elle m'a confortée dans ce que j'étais en train de sentir. Que si t'as... Là, ces derniers temps, j'étais moi j'ai un cours de maquillage, j'ai la flemme, donc je continue à en faire, ne vous inquiétez pas, je le ferai avec entrain, etc. Mais je sais qu'il est temps pour moi que je ralentisse là-dessus, parce que je commence à toucher mes limites sur cette presta. Parce que toi, ton développement est ailleurs, et qu'en plus, tu vois, tu gères super bien ton entreprise, quoi. Je sais pas, mais écoute, en tout cas, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Je pense que la colonne quand même frais d'hiver est un petit peu trop fournie à mon goût, mais en tout cas, c'est sûr que comme je disais, c'est ma priorité dans ma vie aujourd'hui. Je vais quand même préciser que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Je pense que ça joue aussi. On n'a pas tous les mêmes priorités dans la vie, et moi, je mets beaucoup d'énergie dans mon entreprise. Parce que ça a été un choix et que c'est en accord avec mon mode de vie, mais ce ne sera peut-être plus un certain jour, et c'est aussi pour ça que j'aime bien explorer des pistes. Et tu vois, là que je disais, je commence tout juste à explorer un tout petit peu le monde de l'influence à une micro-échelle, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que si demain je veux des enfants, est-ce que je vais continuer à faire des mariages tous les week-ends, tu vois, alors que ça c'est un métier que tu peux faire de chez toi quand tu veux. Très intéressant. Donc je suis déjà en train d'y penser. Et d'ailleurs, on parlait des réservations en avance, on n'a même pas évoqué ça, mais vraie question pour nous en tant que femmes. On sait qu'on a des collègues qui ont eu des bébés ou qui ont des bébés en ce moment. Vraie question, est-ce que je book ma saison des mariages 1 an et demi à l'avance alors que je suis en projet bébé, tu vois ? C'est pas le sujet du podcast, mais vas-y, je vous dis un petit peu le truc. Mais moi, je discute du coup avec forcément beaucoup de femmes, dont certaines qui sont en projet bébé ou qui ont eu le projet bébé. Et souvent, c'est le calcul. Ok, je peux tomber enceinte de temps à temps. Et puis, là, j'ai plus le droit là. Voilà. On verrouille tout. Par contre, et je vais faire un petit peu, moi, la conclusion d'un peu de tout ce qu'on vient de parler, et puis je voudrais bien que tu fasses une autre conclusion après, mais moi ce que je vais vraiment retenir, c'est déjà que il y a plusieurs façons de faire et il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire, c'est-à-dire que on peut vous conseiller de vous focuser sur une seule activité. Et il y a des maquilleuses, en fait, qui bossent très bien avec juste une seule activité. Tout à fait. Se spécialiser dans n'importe quel domaine, que ce soit le maquillage ou autre chose. Exactement. Dans une niche, ça peut être très rémunérateur aussi. Hein. Exactement. Et comme vous pouvez vous diversifier. C'est vrai que moi, ce que je retiens un petit peu, c'est que toi, t'as hyper bien piloté, en fait, ton projet de A à Z, et t'as eu directement, en fait, ce truc, en tout cas, moi, je trouve que c'est une fibre un peu entrepreneuriale et chef d'entreprise. Parce que... c'est dans mes veines. Parce que, en fait, tu as voulu être maquilleuse, mais directement, tu as eu des pensées, tu as eu un état d'esprit de chef d'entreprise, et du coup, tu as créé et développé ton entreprise. Et tu l'as hyper bien expliqué aujourd'hui, et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, dans le sens où les gens se lancent dans le make-up pour être make-up artiste, mais ils ont pas, c'est pas inné en eux, en fait, ce truc d'avoir des idées.
d'avoir le truc de je vais faire ça, et puis après je vais faire ça, et puis après ça va se passer comme ça, et d'avoir une vision un peu. Mais moi, ma vision, elle était quand même assez court terme au début. Hein. Enfin, il y avait un objectif. Franchement, je suis convaincue, et vous nous le direz d'ailleurs, parce que il y aura un post Instagram pour annoncer en fait la sortie du podcast, et dites-nous dans les commentaires si vous avez eu la même façon de voir les choses, et ce truc, cette facilité en fait que toi t'as eu dès le début. Parce que quand même, tu nous as parlé des choses, alors oui, c'est peut-être à court terme, mais franchement, toute la manière dont tu l'as expliqué et ton expérience, moi, j'entends pas beaucoup ce genre de choses. Tu l'as fait tu l'as fait quand même avec une facilité. En fait, moi, ma philosophie, c'est, tu parlais de mindset tout à l'heure. J'ai pris une décision qui a été une décision majeure dans ma vie. J'ai quitté un emploi salarié, j'avais un bac plus 5. Mais il y en a plein qui prennent cette décision majeure dans leur vie. Non, mais j'ai quitté une situation de vie. Enfin, j'étais diplômée de la meilleure école d'agro de France. On m'avait répété qu'on allait être l'élite de la nation. Enfin, je te raconte pas le bourrage de crâne en grande école, hein, prépa, concours et compagnie, tu vois. Quand j'ai plaqué ça, je me suis dit, je n'ai pas le droit à l'erreur. J'y vais, et je ne m'arrêterai pas tant que je n'y serai pas. Et je n'ai jamais remis ça en question. J'aurais pu avoir besoin, je pense que j'ai eu de la chance aussi dans certaines choses, mais pas que, tu vois, mais j'aurais pu à un certain point me dire, je reprends un boulot salarié pour sécuriser ça. Mais mon objectif, c'était pas de gagner de l'argent. C'était de gagner de l'argent avec mon entreprise. De vivre de ça. Et c'est aujourd'hui encore ce qui me motive et qui fait que je monte mes formations et que j'ai commencé la coiffure. C'est que je veux vivre bien de mon activité, quoi. Comme tout un chacun. Je sais pas, est-ce que c'est être ambitieux de vouloir bien gagner sa vie en faisant ce qu'on aime? Je sais pas. Oui, forcément, c'est ambitieux, mais je trouve que c'est très normal. Mais encore une fois, moi, je le maintiens. Je trouve que t'as quand même un sacré mindset entrepreneurial. Et que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est dans ma famille. On est tous... J'ai parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère, énorme inspiration pour moi. Elle a eu la Légion d'honneur et tout. J'étais là à sa remise de Légion d'honneur. Enfin, tu te dis, ok, il y a du niveau là, va falloir suivre. Hein. Donc, je pense que tout ça, c'est tout un contexte. Et je vais te laisser finir, mais je sais déjà ce que je vais dire en conclusion. Hein. Ok. Bah du coup, moi juste ce que je vais finir de dire, c'est que effectivement, il n'y a pas qu'une seule. Bon, je le redis, mais il n'y a pas qu'une seule façon de réussir. Il faut vraiment créer son entreprise à son image et à ce qu'on a envie de vivre. Parce que tu parlais de la question perso et il faut que ce soit adapté à sa vie, etc. Et ce que j'adore en fait dans ton expérience, c'est que tu l'as fait vraiment étape par étape. Et en fait, ça a fonctionné. Et tu vois, t'as toujours ce truc de développement. Et là, aujourd'hui, bah voilà, on a fait le bilan avec ton chiffre, etc. T'as vu que ça fonctionnait, t'as mis en place des choses dans le sens, il faut que ça fonctionne parce qu'il faut que j'ai ça comme objectif. C'est bon, j'ai atteint l'objectif. Ok, c'est quoi l'étape d'après? Le développement, les formations. Et du coup, tu vas pouvoir transmettre tout ça même à tes élèves. Et aujourd'hui, 4 ans après, bah en fait, c'est tout ça que tu peux apporter à tes clientes et du coup à tes élèves bientôt. Ouais. Et c'est ça, en fait, un peu je trouve la richesse de ce que tu vas apporter, de ce témoignage. Bah, peut-être. Écoute, c'est un témoignage parmi tant d'autres, mais si ça peut inspirer tant mieux. Alors là, franchement, j'en suis convaincue. Et je vais te laisser faire la conclusion. Et ce que j'aime bien poser, du coup, tu dois le savoir à la fin de mes podcasts, c'est est-ce que tu as un conseil de make-up artiste? Est-ce que tu as un conseil de chef d'entreprise? Et ça tombe bien, c'est exactement et ce le conseil un peu général, si tu en as un. Alors, je dirais que je vais commencer par le conseil de chef d'entreprise. Ok. C'est tout ce qu'on vient de dire là, déjà, et essayez de faire votre propre bilan de vous, votre personne. Qu'est-ce que vous voulez? À quelle échéance? Que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de salaire, des objectifs de temps libre, ou de prestige des prestations, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Parce que tout est permis quand vous créez votre entreprise, c'est ça en fait le truc trop bien. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous vous sentez capable? Parce que c'est comme au sport, hein. On va pas se dire demain je cours un marathon sans s'être entraîné avant. De quoi je me sens capable? Là, demain, fixez-vous des objectifs les uns après les autres.
On peut pas démarrer et tout faire et vouloir exceller dans tout. Il faut y aller étape par étape. Et essayer d'identifier vos points forts et vos points faibles. Je pense que ça, c'est très important de vous dire, là-dessus, je sais que ça me demandera pas beaucoup d'efforts. Et là-dessus, c'est pas naturel chez moi. Il va falloir que je me mette un peu un coup de pied aux fesses pour bosser sur ces sujets-là de chef d'entreprise. Je pense que voilà, c'est vraiment une réflexion à avoir et à écrire peut-être. Moi, je l'ai pas fait, je sais que toi, tu le fais beaucoup. Je le fais de plus en plus et ça m'aide d'écrire les choses. Trop bien. Je le demande tout le temps. Ouais, mais je le faisais pas du tout au début. Et c'est d'ailleurs un de mes points faibles. Et j'en suis consciente. Je suis quelqu'un de... Peut-être que ça vous paraît pas très limpide dans tout ce que je viens de dire. Je suis quelqu'un de très désorganisé. Si, je suis torpille, je pars dans tous les sens. Je trouve que ça s'entend un petit peu, mais que les résultats sont quand même là. Mais parce que je suis consciente de mon défaut, et du coup, quand il faut, c'est dur, ça me coûte, mais j'essaye d'aller à contresens de ma nature sur ce point-là. Donc ça, c'est vraiment les conseils des chefs d'entreprise, c'est se connaître pour monter un business qui soit en accord avec vous. Et qui soit tenable sur la durée. Parce que si ça devient un fardeau, on peut pas s'auto-motiver. Il y a que vous qui vous motiverez. Il y a personne qui va mettre votre réveil le matin et vous dire si tu ne viens pas, tu ne seras pas payé. Il y a que vous. Donc si vous n'êtes pas convaincu au fond de vous-même que vous levez pour une bonne raison, vous vous lèverez pas, quoi. Et un conseil de make-up artiste, soyez curieux et travaillez, entraînez-vous, maquillez vos copines, votre maman, vous-même, regardez des vidéos de maquillage, allez traîner chez Sephora et essayez toutes les palettes sur vos bras. Soyez curieux parce que c'est ça qui vous apportera le plus de richesse et d'inspiration. Même je dirais soyez curieux à d'autres arts que le maquillage. Moi je m'inspire beaucoup de mes voyages, notamment pour des associations de couleurs, enfin je sais pas, ça m'inspire. Et travailler son inspiration, c'est vraiment un travail de tous les jours et c'est ça qui fera que vous vous différencierez dans ce métier. Et la technique, donc l'entraînement, voilà. Trop bien. Du pinceau. Ok. Est-ce que tu as une conclusion finale à cet épisode que tu viens d'enregistrer, un épisode avant le montage qui est à 1h52? Écoutez, tu m'as fait un peu douter en me disant que je partageais une pépite. J'espère que j'ai pas révélé de gros secrets. Moi, ça me paraît naturel, en fait, de parler de ça parce que je sais qu'on est entre nous, là, quand même, dans ce podcast, même si c'est public. Et, n'ayez pas peur, en fait, d'échanger avec vos pairs parce que ça profite à tout le monde. Peut-être que des fois, la maquilleuse du village d'à côté, elle va vous piquer, entre guillemets, un client, mais ça va forcément vous revenir. Donc n'ayez pas peur de discuter de tous ces sujets qui sont parfois un peu tabous avec les autres maquilleuses, et c'est pas ça qui va faire que votre business va réussir. C'est tellement pas ça. Je suis d'accord. Et vous avez beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Peut-être que vous perdrez ponctuellement. C'est possible. Ça m'est arrivé. C'est ok. Ça fait partie du jeu. De toute façon, c'est le client qui choisit. Et le client, il en a rien à faire que t'aies donné tes tarifs à ta copine ou que tu lui aies partagé ton modèle de contrat. Le client, il choisira qui il veut. Voilà. Trop bien. Bah écoutez, on va terminer sur ça. Merci beaucoup encore une fois d'avoir partagé tout ça avec moi et avec nous. Merci beaucoup à toi. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode qui a un peu tardé, mais contente de l'avoir fait. Oui, pour info, on doit enregistrer un épisode de podcast depuis combien de temps? Au moins 6 mois, je pense. Ouais. Ça se reporte sur tous mes to-do list de mois en mois, mais... Ouais, mais finalement, on a bien fait d'attendre parce que le sujet était vraiment très très intéressant. On a bien fait. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy, sous le post dédié à cet épisode, ou si vous nous écoutez sur YouTube, directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify, ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.